Et là, je suis devenu hystérique. Et je leur ai dit, écoutez les mecs, vous commencez vraiment à me faire chier. Je donne rendez-vous à tous les analystes américains qui suivent votre action à New York et je vais révéler que vous ne possédez pas la marque en Europe. Et là, boum, tout s'effondre. On était au creux de nos emmerdements, comme tu peux pas t'imaginer. On m'a expliqué, tu es démis de tes fonctions, tu peux partir. De toute façon, on a changé les clés du bureau, c'est pas la peine que tu y retournes. Entreprendre, c'est importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme. C'est de trouver le bon équilibre entre ce qui permet en fait de préserver la boîte et de la faire grandir. Quand tu es capable d'exceller sur 3-4 choses, pas plus, que d'être moyen en toute chose, tu t'en sors mieux que les autres. Aujourd'hui, je te dis, aucune entreprise peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans un an, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, face aux mêmes concurrents pour les mêmes clients. Oublie en économie, pense à ta vie, qu'elle soit d'entrepreneur, qu'elle soit de simple citoyen, et dis-toi que quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Il faut que tu comprennes tout, et j'hésite un peu à le faire de manière publique, mais... Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Je suis avec Philippe Bloch. Comment tu vas ? Très bien, je suis ravi de te rencontrer enfin. Eh oui, moi aussi, et ça fait extrêmement plaisir de t'avoir ici sur le plateau du Déclic. J'ai plein de questions à te poser. Sacré parcours, je vais rapidement te présenter. Tu es l'un des entrepreneurs les plus connus en France pour avoir créé Columbus Café, le premier vrai coffee shop français en 1994. Tu as vécu 10 ans d'une aventure absolument incroyable avant d'être évincé brutalement de ta propre entreprise. On va en reparler. Tu es également l'auteur du best-seller de Service Compris, 500 000 exemplaires. Ouais, un accident. Ouais, on en parlait justement, un bel accident quand même. Tu as animé pendant 14 ans l'émission L'entreprise BFM et aujourd'hui Impact PME et Connect ta boîte. Tu as également donné plus de 3000 conférences et publié 9 livres dont l'expérience client, l'optimisme mindset, l'entrepreneuriat, le management et bien d'autres. Bienvenue Philippe sur le Déclic. Merci de m'accueillir, je suis ravi de te rencontrer et d'échanger avec toi. Eh bien moi pareil, avant de te poser plein de questions sur ton parcours, sur l'entrepreneuriat, qui était le jeune Philippe? Quel rapport tu avais au travail, au risque, à l'ambition? J'en ai aucune idée, aucune ambition entrepreneuriale. Ok. Certainement pas. Je dois être un élève. Alors d'abord, j'habite dans. C'est marrant parce que j'habite dans une ville qui est devenue Disneyland. Je suis né dans une ville qui est devenue Disneyland, qui s'appelle Colmar, qui est une magnifique ville moyenâgeuse alsacienne, où en gros, comme mes cheveux blancs en attestent, dans les années 60, on s'emmerdait grave, comme souvent parfois en province. C'est pas que je m'emmerdais, moi j'étais un élève absolument normal, sans aspiration particulière, dans une famille d'entrepreneurs, en fait, mais d'entrepreneurs non voulus, en fait. D'accord. C'est intéressant parce qu'on se demande parfois à qui, d'où l'est vie d'entreprendre. Sans vouloir parler de mon cher papa, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, il faisait partie de ces générations où quand il rêvait d'être avocat, et en fait ses parents, mes grands-parents avaient une entreprise d'une filière textile qui était en train de mourir, mais en fait, comme tout le textile français d'ailleurs, et en fait, son père lui a dit non, il faut que tu reprennes l'entreprise familiale. Donc il a passé sa vie dans une entreprise qu'il a détestée en fait. Donc j'ai entendu toute ma mère me dire ne deviens jamais entrepreneur. Donc je n'ai jamais écouté rien de tout cela, mais je me dis on verra bien le moment venu en fait. Donc à ce moment-là, j'aspirais pas à grand chose. Je faisais, alors c'est assez marrant parce que tu évoquais BFM où j'ai passé, ça fait 20 ans, ça va faire en janvier 2005 mes premières émissions. Et je me souviens quand j'étais, pour le coup, adolescent, j'avais une espèce de platine avec des cassettes et je me faisais semblant d'avoir des émissions de radio en fait. Okay. Donc c'est un truc assez marrant. J'avais jamais pensé devenir quoi que ce soit, ni aspirer à tout cela. Après j'ai fait mon bac comme un couillon. J'ai fait une prépa classique HEC et j'ai fait l'ESSEC. Et à partir de là, j'avais pas à ce moment-là non plus, puisque là on remonte déjà, on sort d'une étape. J'avais pas d'aspiration particulière, mais comme quoi il y a parfois des signes. À l'école, j'étais président de deux associations, la Junior Entreprise, en général ça forme un peu à entreprendre, et un truc qui s'appelait le Mardi de l'ESSEC, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'était en fait une association de l'école qui organisait régulièrement des invités, comme tu es en train de m'inviter, sur la scène de l'ESSEC, pour essayer d'inviter des entrepreneurs, etc. Et je les animais, et j'étais président de ces deux associations. Et bizarrement, ma vie
a été faite autour de l'entrepreneuriat et des médias, des animations. Donc quelque part, les choses se construisent petit à petit. Mais en tout cas, pas d'envie d'entreprendre quand j'étais gamin du tout, et plutôt dans une famille qui m'a dit n'y va surtout pas. C'est assez drôle parce que finalement, c'est une succession de situations qui te mènent vers l'entrepreneuriat progressivement, j'ai l'impression. Toujours, toujours. Mais au fond, c'est aussi un déclic. J'évoquais l'accident de Service Compris, Ouais. qui est un vrai accident parce que aucun jeune couillon de 26 ans qui écrit un bouquin ne vend 100 000 la première année, 200 000, enfin ça n'existe pas. Et ça change une vie, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, on peut partir là-dessus, mais c'est un peu ça qui, en fait, a déclenché ma première entreprise, en fait. D'accord. C'est-à-dire que après les SEC, où je sais toujours pas trop ce que je veux faire, tu es trop jeune pour te souvenir d'un truc qui s'appelait le service militaire. Mais à l'époque, on devait le faire, ou ne pas Pourtant, le faire. je l'ai fait. Tu l'as fait? Ouais, ouais. Sous quelle forme? En VIE, c'est ça? Ou Non, sous c'est quelle parce que forme? moi j'étais en Suisse, il est obligatoire encore en Suisse. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc tu le connais, Ouais. les jeunes Français ne le connaissent plus. Mais à l'époque, tu sais, on pouvait le remplacer par ce qu'on appelait la coopération. Ouais. Et ça consistait en fait à passer 1 an et demi, à peu près 2 ans, dans une ambassade française, au service de la France, d'une certaine façon, en fait, quelle que soit la façon dont tu rends des services à la France. J'ai eu une chance dingue, parce qu'à l'époque, en sortant de l'ESSEC, franchement, j'avais toujours pas trouvé, en fait, ce qui allait être mon truc. Si ce n'est que je m'étais éclaté à la junior entreprise, donc l'entrepreneuriat déjà me tentait un peu. Et en fait, je me retrouve à New York pendant 2 ans, dans une ville que je connaissais très mal à l'époque, et qui a changé ma vie parce que d'abord j'ai rencontré mon épouse, avec qui je suis sorti pour la première fois au Studio 54, qui était la boîte des années 80 à New York. Et surtout, j'ai découvert un esprit américain qui a profondément marqué ma vie. Et notamment sur un sujet qui va nous rejoindre sur l'esprit d'entreprendre. C'est que j'ai toujours que les Américains ont plein de défauts, mais ils sont gentils et ils sont serviables. Et il y a un sens du service aux États-Unis que tu trouves peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pour autant où ils sont extrêmement différents de nous. Et après 2 ans d'Amérique, c'est un truc, tu sais, qui était génial, qu'on vit que quand on vit 2 ans, enfin quand on vit longtemps à l'étranger, en oubliant son pays, sa culture, ses habitudes, on oublie un peu sa culture, ses habitudes, et on oublie ses bons côtés, ses mauvais côtés et ses bons côtés. Ce qui m'a marqué en rentrant en France, c'est que je trouvais que les Français n'étaient à l'époque pas très souriants ni très serviables. Et à l'époque, je le dis souvent, mais ils n'étaient pas encore déprimés, ce qui est venu plus récemment, parce qu'en ce moment, ils le sont très clairement. Et du coup, je suis rentré en fait en France sans trop savoir ce que j'allais faire. Mais, et c'est là que la vie, le hasard prend tout son rôle dans une vie d'entrepreneur ou pas d'ailleurs, je suis rappelé par Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était à l'époque le fondateur du magazine L'Expansion, qui était le leader de la presse économique, et qui voulait monter. On est en 84, hein. On est en 84, à l'époque où arrive le Macintosh, tu vois, c'est le tout début de l'informatique. Il voulait monter, figure-toi, parce que c'était vraiment un visionnaire de la presse, un service d'information en ligne. D'accord. Pour les dirigeants. Et il m'avait repéré pour une raison bizarre, c'est que j'avais écrit quand j'étais à la junior entreprise un premier bouquin en fait sur le marketing direct. C'était le début en fait de ce qu'on a ensuite de la vente en ligne, etc. Et il m'avait dit j'aimerais bien monter ce projet, j'aimerais que vous travailliez sur ce projet. Bon, et alors du coup je rentre dans l'Expansion pour ça. Et je vais aux États-Unis voir ce qui se passe, qui avait un peu pris d'avance à l'époque sur ces technologies. Et je voyais ce Macintosh qui était sur le bureau en fait de Jean-Louis Servan-Schreiber, qui avait été amené, c'était le seul que j'avais jamais vu. Et moi j'avais à l'époque, la seule fois de ma vie où j'avais une secrétaire. Tu vois, et je dictais avec un dictaphone des courriers, enfin le truc de Moyen-Âge, quoi, le truc qui n'existe nulle part. Et je voyais ce Macintosh sur son bureau qui me tentait. Et moi j'avais un Minitel avec ABCD, tu vois, c'est vraiment le début de la technologie. Et je lui dis, au bout de 6 mois de recherche, aller-retour américain, j'écoute, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est un peu tôt, parce que je ne suis pas sûr que les cadres français soient prêts, ou le management français soit prêt à avoir un outil de cette nature sur leur bureau, etc. Le projet n'a pas eu lieu, en fait. Et du coup, ils m'ont nommé... du coup, je suis devenu éditeur du magazine, ce qui était un truc fou, parce que j'avais 24 ans, 24-25 ans. Et la nuit et les week-ends, en fait, j'écrivais un bouquin, Service Compris, où je rencontrais, en fait, toutes les... C'était ma première... Toi, tu as passé depuis quoi, plusieurs années, 10 ans, 5 ans à faire ce podcast, 4 ans, 3 ans. 3 ans. Donc, tu as rencontré des entrepreneurs incroyables, je ne sais plus combien de numéros de ton podcast. Moi, j'ai rencontré à cette occasion toutes les icônes du business des années 80, c'est-à-dire les Gilbert Trigano du Club Med, les Pierre Bellon de la Sodexo, les Jean-Claude Decaux, les Bernard Darty. Et j'ai interviewé ces mecs la nuit, tu vois, enfin pas la nuit, mais un peu off de mon boulot, en plus de mon boulot d'éditeur. Et j'écrivais ce bouquin la nuit et les week-ends, en fait, qui sort en 86. Et qui est le truc totalement inattendu, c'est-à-dire tout d'un coup un truc qui rencontre un public et qui pour la première fois en fait, Service Compris, parlait du client. Enfin, c'est un truc très con, mais on n'avait jamais parlé de client, on ne parlait pas encore d'expérience client à l'époque. Et le bouquin rencontre un succès absolument dingue. Et je commence, et alors ce qui est marrant, je le raconte souvent aussi, c'est vachement intéressant je trouve par rapport à la dynamique entrepreneuriale.
Euh, 15 jours après la sortie du bouquin, janvier 86, première personne qui m'appelle, c'est Bernard Darty, himself, l'homme qui a inventé en fait la qualité de service, qui était identifié à l'époque par tous ses pairs comme celui qui était qui avait le plus poussé avec son contrat de confiance, avec sa capacité à vendre plutôt du service que du produit. Et c'est le premier qui m'appelle pour me dire: j'ai adoré votre bouquin, venez en parler. Chez moi, je me dis: vous êtes mon idole, qu'est-ce que je vous raconte? Je ne sais rien que vous ne savez pas, etc. Et je suis allé faire cette conférence, et sans du tout savoir ce que j'allais lui raconter, pour ne rien me cacher. C'était ma première conférence, ou presque. Et il m'a dit un truc intéressant quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait invité. Il m'a dit: parce que c'est vrai qu'on a du succès, mais le succès est une invitation à s'endormir. C'est un truc que j'ai jamais oublié en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire cette espèce d'obligation de réinvention que j'ai toujours retrouvée après toute ma vie, et que tu dois ressentir toi aussi, je suis sûr, quand tu rencontres tous ces entrepreneurs qui acceptent leurs échecs, leurs rebonds, leurs failles. Et voilà. Et là a démarré en fait ma nouvelle vie, puisque c'est à ce moment-là, en 87, que je me suis dit: il se passe un truc, et que j'ai créé ma première boîte et que j'ai arrêté d'être salarié, en fait. Et que je me suis lancé sur toutes les thématiques, à l'époque uniquement sur la thématique de la qualité de service, on appelait ça comme ça, qui est devenue l'expérience client. Voilà, toute une série de déclics qui amènent, si tu veux, d'une vie que tu prépares pas. Le déclic, on est là dans le déclic, déclic de l'entrepreneuriat, c'est celui-là. Et celui de l'expérience client, de l'amour de l'expérience client pour en arriver à écrire service compris, pour en arriver aussi à mettre en place tout ce que tu as mis en place et cette réflexion autour du client. À quel moment il y a cet amour du client et du service client? Il est né à New York. À New York, je supportais plus. Tu sais, le bouquin Service compris démarre par une vie comparée d'un cadre, je déteste le mot cadre, mais un cadre français de l'époque et d'un manager, parce que je préfère le mot manager, américain. Et leur vie à l'époque était éminemment différente en termes d'expérience de vie en tant que client. En 84, à New York, tu pouvais déjà te faire livrer des trucs la nuit, si tu veux, à l'époque. En France, il a fallu 30 ans pour se faire livrer une pizza. Le premier truc que j'ai voulu faire, ma première envie d'entreprendre, j'ai fait Columbus Café plus tard, mais c'était de créer en fait une boîte de livraison de pizza à domicile. Enfin, t'es né à une époque où on se posait pas la question de savoir s'il fallait se faire livrer des pizzas à domicile. À l'époque, on ne faisait rien livrer en France. Et effectivement, cette espèce de sens inné du service, qui est réel aux États-Unis, me semblait totalement absent en France. Et en fait, je devenais hystérique, c'est-à-dire que mes copains me disaient: mais calme-toi, parce que tout m'énervait, les taxis m'énervaient, tout le monde m'énervait. Donc, et quand je suis nerveux, j'écris des bouquins, je suis souvent énervé. Et donc, du coup, effectivement, c'est né naturellement. Et comme en fait, bizarrement, en fait, quand j'étais à New York, je me passionnais déjà en fait pendant ma copée pour le management ou l'entrepreneuriat, même si je savais pas que j'allais y basculer. Et je passais ma vie dans les librairies américaines. À l'époque, on lisait encore beaucoup de bouquins business. Aujourd'hui, je te cache pas que vendre un bouquin même à 100 000 exemplaires, ça relève de l'exploit. Mais les bouquins américains étaient fun. C'était pas des thèses académiques de professeurs d'université très intelligents mais illisibles pour un mec normal comme moi. Et du coup, je me suis dit: pourquoi pas faire un bouquin qui donne ce que je crois que les gens aiment entendre aussi, des anecdotes, des exemples. Et à partir de là, la passion s'est développée. Très clair. Donc il y a la sortie de ce livre, il y a plein d'opportunités derrière qui se déclenchent, parce qu'effectivement, quand tu passes de inconnu à vendre 100 000 bouquins, puis 200 000 bouquins, et puis tout ce qui suit derrière, il y a plein de choses. Et avant de créer Columbus, tu passes donc beaucoup de temps à observer les différents modèles aux États-Unis, mais il y a plein de choses qui se mettent en place, mais à quel moment tu te dis: je vais alors je dois à la vérité totale de dire que Service compris, en fait, je l'ai coécrit. Enfin, copublié plutôt que coécrit, pour être sincère, mais en tout cas, officiellement, nous l'avions coécrit avec deux personnes, dont une personne qui était à l'ESSEC avec moi. Quand le bouquin est sorti, lui était à l'époque déjà salarié. Et en fait, je dois dire cette vérité-là, c'est que moi, j'étais très heureux dans mon job à l'Expansion. J'avais un job de dingue. J'étais éditeur du premier magazine français, d'Harvard de l'Expansion, de la Tribune de... Enfin, c'était incroyable d'être aussi jeune dans un job pareil. Et lui était assez plus malheureux dans son boulot, et il a eu l'intuition de dire: il y a un marché sur la qualité de service, parce qu'on était débordé de demandes de conférences, parce qu'on avait enfin des gens qui parlaient de manière fun d'un thème majeur pour les entreprises que les gens n'avaient pas encore formalisé autour de toutes ces thématiques de l'expérience client qu'aujourd'hui l'effet waouh que tout le monde connaît, etc. Et du coup, c'est lui qui m'a dit: écoute, moi de toute façon, moi je pense qu'il y a un marché, j'en ai marre d'IBM, je crée une boîte et je serais ravi qu'on le fasse ensemble.
Et je pense que je dois à la vérité de dire que peut-être que je ne serais jamais devenu entrepreneur si je n'avais pas rejoint ce projet-là, et je serais devenu patron de M6, et j'aurais démarré dans les médias, et j'aurais fait une carrière classique avec des stock options dans tous les sens, donc l'exact opposé de la vie des entrepreneurs, où c'est plutôt en train que tu vas chercher plutôt comment donner ton appartement en caution personnelle pour financer tes projets. Et en fait, c'est là que ça a démarré. Et donc, du coup, effectivement, cette première aventure d'entrepreneur, on l'a créée ensemble, en fait. Je vais rejoindre un peu ta question sur l'étape d'après. C'est que dans cette période-là, en fait, on avait beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, une conférence, c'est quand même le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que c'est le truc où tu vas, tu rentres, et puis tu factures de très bons honoraires, sans que ça prenne beaucoup de temps. Mais souvent, quand on me dit ça coûte tant pour une heure, je dis non, ça coûte tant pour 40 ans d'expérience. Enfin, c'est autre chose. Mais pour autant, c'est un business dans lequel, finalement, pas très chronophage, mais qui est rémunérateur et qui te permet de gagner de l'argent que tu peux investir. Et du coup, on avait très vite gagné, en fait, bien nos vies. Et on l'a très vite investi, en fait, dans une façon totalement disruptive de faire de la formation sur nos thématiques, en fait, de comment rendre les Français souriants et serviables. C'est marrant parce qu'on est à 2 pas d'ici, du Théâtre des Champs-Élysées. Et je me rappelle, en fait, en 87, de Citroën, qui lançait un modèle un peu plus haut de gamme de voiture qui s'appelle AXM et qui voulait préparer une montée en puissance de son réseau. Et il lançait un slogan publicitaire qui était l'année service, l'année plaisir. Et le patron directeur commercial de Citroën a lancé un appel d'offres. J'ai fait une conférence au Théâtre des Champs-Élysées pour les gens de Citroën. Et ce monsieur, qui était une espèce de figure historique de la marque Citroën, pour une raison inconnue, avait flashé sur les 2 jeunes couillons de 26 ans qui venaient de sortir un bouquin, et il nous a confié la formation. Il nous a dit, est-ce que vous sauriez former 15 000 mecs, 15 000 salariés de Citroën sur le thème du service client en un an? J'écoutais, bien sûr, on sait faire, on vient de créer une entreprise, on n'avait aucune idée comment on allait faire ce truc-là, mais on s'était dit, il faut faire un truc aussi fun que le bouquin lui-même, Service compris, était fun, qui consistait en gros à faire un truc totalement débile, de dire... Le service client, c'est pas hiérarchique. Il faut que tout le monde s'y mette. Et l'assistante, le secrétaire, le mécanicien a la même responsabilité que le patron de Citroën ou que le patron de la concession. On a choisi 400 salariés de Citroën à qui on avait créé je me suis régalé à faire un outil totalement nouveau de démultiplication de packages de formateurs, en fait, avec des vidéos hyper modernes qui ressemblent à des émissions de télé américaines, en fait, avec des jeux de rôle absolument incroyables. Et on a formé nos 15 000 mecs en un an. Et ça a permis, en fait, de donner les moyens à l'entreprise, ensuite de former 350 000 personnes dans les quelques 5-6 premières années suivantes, en fait. Donc ça, c'était passionnant, mais au fond, c'était du consulting, et le consulting, j'aime bien, mais je préfère faire que de faire faire. Je commençais à ressentir un peu la démangeaison de dire, attends, est-ce que tu es un vrai entrepreneur, ou est-ce que tu es juste un... J'ai un côté consultant, c'est un métier formidable, mais j'ai besoin de faire un peu autrement. Et l'aventure, alors une toute petite dernière anecdote, mais qui te montre que parfois la rancune est tenace. Quand j'étais à New York, j'ai déménagé 5 fois avant de trouver l'appartement où je suis resté pendant l'année et demie de ma coopération. Et la dernière fois, j'avais enfin trouvé le truc qui va bien dans l'Upper West Side, avec une vieille dame qui partait en Europe pendant 1 an et qui me saoulait son appartement, et qui, au bout d'1 mois de départ, revient sans me le dire, change les serrures, prévient la police pour dire que je suis un squatter. Et j'appelle, je suis à l'ambassade du soir, un vendredi soir à 17h. Et il faisait froid, c'était le mois de décembre à New York, tu sais qu'il peut être froid et neigeux. Et j'ai un coup de fil du doorman qui me dit, je me rappelle toute ma vie de ce truc, 7F is back. 7F, c'était le numéro de l'appartement. Et qui me dit, il est rentré ce soir d'Europe, elle a changé les clés, elle a prévenu la police que vous squattiez son appartement illégalement. Et elle refuse que quiconque entre dans l'appartement. J'avais toutes mes affaires là-bas. Et je me dis, pou, ça va être mal barré. Évidemment, j'avais payé en liquide, tout en avance, etc. J'avais fait des économies à l'ESSEC pour payer mon... Enfin, tu vois, le bordel dans lequel tu te retrouves. Et tu vois pourquoi je reviens sur l'histoire, ça va revenir sur Columbus très vite. Mais j'ai mis 3 heures, avec l'aide d'un flic, à rentrer dans l'appartement pour récupérer mes affaires et me retrouver avec une malle dans laquelle j'avais mis toutes mes affaires devant l'immeuble à New York un soir à 23 heures en disant bon, j'ai pas encore mon coup de poste, où est-ce que je vais coucher ce soir? J'étais pas un SDF, mais je savais pas où j'allais coucher ce soir-là. Et je me suis dit, putain, j'aurai un jour ma revanche sur cette ville à la con que j'adore. Et quelques années plus tard, je reviens maintenant sur 93. J'ai acheté un appart à New York en 93, à 2 pas de cet endroit-là, dans Manhattan, dans l'Upper West Side. Et au moment où je m'installe dans l'appartement, je découvre une copie de Starbucks. Parce que Starbucks, les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, c'est 30 000 magasins. À l'époque, c'était 200 magasins en Californie uniquement. Il n'est pas encore passé, en fait, traverser l'Amérique, pour vous dire côte ouest, côte est. Et je découvre un endroit qui s'appelle Cooper's Coffee, sur Columbus Avenue, à Manhattan.
Et là, je me suis dit une intuition. Je me suis dit, ce truc est incroyable. J'ai passé un moment génial avec des gens sympas. Tu sais, je regardais Friends comme tout le monde. Et dans Friends, ils avaient tous leur cappuccino, leur café latte. Nous, on était là avec notre espresso à la con minable à 1,50 € dans les cafés qui étaient pourris avec le PMU, etc. J'aime bien les cafés, mais ils étaient tous en train de mourir de toute façon. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui s'appelle Starbucks en Californie. Et là, je me souviens toute ma vie de mon retour à Paris où je retrouve mon associé de l'époque où je lui ai dit, bah, écoute, on va créer la première chaîne française de coffee shop. Et ça a démarré. Voilà. Avec l'idée, je ne voulais pas t'interrompre, pardonne-moi, de le faire avec une seule ambition, c'est d'y mettre, au-delà du produit, de la disruption qu'incarnaient ces premiers coffee shops gourmands emportés, de vendre du bonheur à nos clients, de mettre de l'expérience client partout pour en faire ça le succès de l'entreprise, en fait. On va y revenir parce que l'aventure Columbus, c'est vraiment une aventure Elle démarre folle. là, oui. Elle démarre là. Mais je rebondis sur un élément que tu m'as partagé, c'est le patron de Citroën Oui. Qui vous contacte et qui vous dit OK, vous avez 1 an pour former 15 000 salariés. Et tu m'as dit, bah, on n'a aucune idée de comment on va le faire, Oui. mais on accepte, on lui dit que oui, il n'y a pas de problème. Et on le fait, et finalement, tu le fais correctement. Pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être à un moment donné se disent non, je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver, et qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur et qui n'osent pas parfois se lancer dans quelque chose qui pourrait être vraiment une opportunité, soit par humilité, soit par peur de décevoir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que finalement, ce petit, comment dirais-je, tremplin a été... Ça a tout changé, bien sûr. Ouais. On n'aurait jamais pu la boîte qu'on a faite après, parce qu'après, il y a plein d'autres activités qu'on a Bien développées, sûr. etc. Je leur dirais, en fait, que bon, l'imposteur, c'est tant qu'on n'a pas essayé qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, c'est purement intellectuel, le truc de l'imposteur. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet notamment chez les femmes, ou dans la tech aussi. Il y a plein de sujets dans lesquels les femmes dans la tech se sentent un peu imposteurs. C'est complètement con. Il y a pas, le syndrome de l'imposteur est une ineptie absolue, à mon avis. Surtout tant qu'on n'a pas essayé. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. La deuxième chose, c'est que c'est une autre façon de te répondre, mais dans les années Columbus qu'on va peut-être développer, ça a été que des galères pendant 10 ans, que je qualifie de 10 ans passionnément difficiles. Et c'est pour moi les plus belles années d'expérience professionnelle de ma vie, malgré l'adversité. Mais j'ai découvert un truc génial, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas faire ou quand on n'a pas d'argent, l'imagination reprend le pouvoir, en fait. C'est-à-dire, moi, quand je fais des conférences dans des boîtes du CAC 40 où les mecs se rendent pas compte du confort dans lequel ils vivent, qui n'arrêtent pas de se plaindre, que le type qui ne verrait pas leur PC est arrivé pas en une demi-heure mais en 3 heures, alors que quand tu as ta boîte, tu sais même pas comment tu vas récupérer ton PC, tu vois, donc t'es pas dans les mêmes enjeux ou avec les mêmes hiérarchies d'urgence. Je leur dis, vous savez les mecs, quand on n'a pas de moyens, et je suis un gars qui a pas eu beaucoup de moyens pendant des années pour développer sa boîte, bah, l'imagination reprend le pouvoir parce que tu penses différemment en fait. Donc le seul truc, c'est qu'il faut mettre de l'ambition dans le truc. Tu sais, je passe ma vie, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage », dans lequel j'ai tout un chapitre consacré à l'adjectif « petit », que je ne supporte pas. Le jour, j'ai demandé à quelqu'un s'il avait une idée de combien de fois un Français entend par jour l'adjectif « petit ». C'est en moyenne entre 300 et 400 fois. Par jour? Par jour. Mais fais le test. Fais le test de la radio, dans les télés, dans ton quotidien, avec tes potes, dans des conversations particulières. Tout est petit. Le petit café le matin, le petit mail, le petit SMS, le petit plat aux petits oignons avec un petit vin de pays. Enfin, alors, il y a les grandes vacances en France, mais il y a petit tout le reste. Et ce qui est étrange, c'est que cette espèce de pays qui dit petit tout le temps ne me semble pas être capable de porter des grands projets. Parce que je pense que le langage influence notre mindset. Et que quand tu dis un pays qui dit petit le temps, me semble-t-il, je peux me tromper, hein, a du mal à avoir des grands rêves. Alors l'entrepreneur, justement, je reviens sur ta question, confronté à un pari fou, mais c'est le truc le plus excitant au monde parce qu'il va être difficile, parce qu'il n'y a que dans l'adversité qu'on trouve du plaisir. Honnêtement, moi j'ai eu des moments beaucoup de ma vie professionnelle où c'était facile, c'est parfois limite chiant. En revanche, quand on commence à avoir une vraie adversité, qu'on s'aperçoit qu'on saute chacune des étapes et qu'elles paraissent finalement pas grand-chose une fois que les suivantes arrivent, c'est de ça qu'est faite la vie des entrepreneurs, mais c'est aussi ça notre bonheur, c'est notre plaisir, cette liberté qu'on choisit d'en baver, c'est quand même le plus beau métier du monde. Complètement. On en revient du coup à la création de Columbus. Oui. Donc, Columbus Avenue, tu découvres justement voilà. ce concept, tu reviens en France, t'en parles à ton associé, tu dis que lui il dit, écoute, franchement, on est peinard, on gagne bien nos vies, qu'est-ce qu'on va s'emmerder, en gros. Okay. Je dis, oui, mais moi je m'emmerde justement en ce moment, donc j'ai plutôt envie de ne pas continuer à m'emmerder, si tu veux, parce que faire tout le temps la même chose, c'est pas très excitant. On a la chance de... Je crois que c'est une chance, parce qu'aujourd'hui, quand je revois le nounours, l'ours de Columbus qu'on a créé, je me rappelle de la façon dont il a été créé, c'est-à-dire, en fait, on avait, en fait... Quand j'ai créé Service Compris, en fait, j'avais fait un stage chez Danone avant de quitter l'ESSEC, qui m'a donné la conviction que je ne voulais pas rentrer dans les grands groupes, même si Danone est une boîte magnifique. Mais je travaillais sur les petits Suisses
pour le marketing des Petits Suisses, le truc passionnant. Et j'avais mon patron de l'époque, qui était le chef de marketing de Petits Suisses, avait créé une agence qui s'appelle Dragon Rouge, qui est une très belle agence de design et d'identité graphique. Et alors que j'avais jamais écrit de bouquin, lorsque Lattès, mon éditeur, m'a proposé une couverture du bouquin que je trouvais moche, j'ai dit, je vais payer moi la couverture du bouquin, et ce qui n'arrive jamais. Et je suis allé voir Dragon Rouge pour dire, voilà, j'ai écrit un bouquin sur le service, et il nous avait fait en fait la couverture de Service Compris, qui avait fait probablement tout le succès du bouquin, qui était une espèce de cadre, la Défense, une espèce de Manhattan avec un ciel noir, avec des immeubles gris, et puis une espèce d'arc-en-ciel qui tombait sur une tour, qui était celle en fait qui aimait ses clients. Et je me suis dit, ces mecs ont du talent, et on était allé les voir, je suis allé voir pour dire, on crée une chaîne de coffee shop, qu'à l'époque on l'appelait Espresso Bar. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les Américains, tu sais, tu connais l'histoire du café américain, c'était du café filtre dégueulasse, et il y avait un mec, Howard Schultz, qui était en Californie, qui est embauché par Starbucks, qui était juste un point de vente de petits torréfacteurs de café à Seattle, lequel embauche Howard Schultz pour développer le concept, et Schultz leur dit, mais il faut arrêter de vendre des grains de café, il faut aller en Italie, faire du café latte, du cappuccino, etc. Et il les convainc de faire ça, et du coup, effectivement, ça devient l'enseigne que tu connais qui réinvente le marché. Et du coup, j'explique à Dragon Rouge, aux deux associés, qu'on est en train de créer, voilà à quoi ressemble, voilà ce qu'est Starbucks, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà notre ambition et une raison d'être qui était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ce qui est le truc le plus beau du monde. Enfin, ça n'a pas été fait par McKinsey, tu vois, ça m'a pas coûté 2 millions de dollars, mais chaque barista, quand tu le rends, tu embauches un barista, ta seule ambition. Tu as toute liberté, sans te demander mon autorisation, de faire passer chaque jour à ton client les 15 meilleures minutes de leur journée. C'est juste magique. Je leur explique ça, et ils nous créent... Alors je leur donne, c'est intéressant comment on crée un logo et comment on crée une identité graphique. Je leur donne une vingtaine, parce qu'il commençait à y avoir des petites copies très vite dans Manhattan, de coffee shop qui voulaient éviter que Starbucks n'arrive trop rapidement, etc. Et je leur donne des copies des logos de ces mecs. Il n'y a que des tasses de café d'ailleurs, mais je ne l'avais pas remarqué. Il n'y avait que des tasses de café, mais designées un petit peu différemment. Et il y avait Starbucks avec la sirène, tu sais, la sirène de Starbucks. Ils font une recherche, etc. Et ils nous proposent plusieurs directions. Moi, je suis attiré par cet ours, parce qu'on me demande souvent pourquoi l'ours dans le logo de Columbus. Et alors, moi, je me disais qu'il y avait plein de choses que j'aimais bien dans l'ours, parce que ça représente l'Amérique du Nord, ça représente Columbus, c'est quand même identifié un petit peu à ce territoire américain. Et puis l'ours, faut pas le faire chier, tu vois. Et c'est aussi le petit nounours de notre enfance. Tout ça, ça m'allait assez bien. Je me disais, un jour, Starbucks va nous emmerder, c'est pas plus mal de montrer une force dans le logo. Et donc je choisis l'ours, et il m'a dit, je crois que tu as bien joué, c'était le bon choix, mais tu sais, pour une autre raison, c'était le bon choix, me disent-ils, comme quoi les mecs étaient bons, parce qu'ils me disent, tu vois, des 20 logos que tu m'as envoyés, là, il n'y a que 20 tasses de café. Et il y a un logo qui est le leader, qui est Starbucks, avec son truc absolument reconnaissable, qui est la sirène de Moby Dick sur le bateau, etc. Et il me dit, quand tu seras dans 10, 15, 20 ans, quand tu seras établi sur ton truc, tu seras juste une tasse de café parmi d'autres, alors que là, tu auras un vrai élément différenciant. Et aujourd'hui, c'est à tel point vrai qu'aujourd'hui, les gars de Columbus, qui sont mes potes, hein, qui ont repris l'entreprise après que je me suis fait virer, et qui ont viré les actionnaires qui m'ont viré, aujourd'hui, n'ont plus repris que l'ours, quasiment sans le logo, à l'image de Starbucks, qui n'a que son truc. Donc, je sais pas où on en était dans ta question, mais j'ai répondu à une question que tu m'as pas posée sur le logo. Donc, à ce moment-là, je suis un peu dedans, c'est-à-dire que comment ça se passe, on fait le logo. Là, par chance, je rencontre un Américain qui adore Paris, qui ne sait pas où bosser dans Paris, mais qui a été barista chez Starbucks, qu'on embauche, parce que moi, je ne savais pas faire un cappuccino ni un café latte. Et puis, on démarre en un an, on décide, on y va, etc. Et on lance les 2 premiers magasins en 94, un an après le début. Je te coupe, excuse-moi, mais Je t'en prie. j'adore ce que tu viens de dire. J'embauche un barista parce que je ne sais pas faire un cappuccino, je ne sais pas faire un café Bah latte. oui. Pour autant, tu lances une chaîne de coffee shop. Et ça démontre à quel point, finalement, il n'y a pas besoin d'être expert dans un domaine à partir du moment où tu as envie d'améliorer le domaine, tu disruptes le domaine et tu utilises ce que propose le domaine comme un outil pour finalement faire passer les 15 minutes les plus belles de sa journée à tes clients. Qui est le vrai métier. Bien sûr. C'est juste qu'il faut quand même faire des bons muffins et des bons cafés, mais c'est juste la base nécessaire au reste. Bien sûr, tu n'as pas besoin de le faire. Puis surtout, tu es un entrepreneur comme moi, on sait bien qu'on ne sait pas tout faire et que de toute façon, il vaut mieux avoir les meilleurs experts autour de soi. Encore faut-il leur donner envie de te rejoindre. C'est quand même un autre sujet aussi parfois. Complètement. On peut rien faire seul. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne sait pas faire un métier, qu'on ne peut pas le faire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et disrupter aussi, juste un truc, parce que tu parles de disruption, ça c'est quand même un enjeu aussi majeur, c'est que disrupter un marché, parce qu'on a vraiment disrupté le marché. Bien sûr. Ça n'existait pas. Tu sais, moi je me souviens toute ma vie, j'ai passé 10 ans, en gros, à entendre, de 2004 lancement à 94 lancement à 2004 mon départ, des gens qui me disaient, jamais les Français ne se
transporteront un café dans les mains. Attends, aujourd'hui, je ne vais même plus chez Starbucks ou chez Columbus le matin quand je prends mon train Gare de Lyon, parce que de toute façon, je rate mon train parce qu'il y a trop de monde. C'est que je n'ai entendu que des gens qui m'expliquaient pourquoi ça ne marchera jamais, qui est la phrase qu'aucun entrepreneur ne doit jamais écouter. Mais quelque part, effectivement, la disruption, c'est assez compliqué, surtout quand tu es trop tôt sur ton époque. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai perdu ma boîte. On en reviendra peut-être si tu le souhaites, avec grand plaisir, mais c'est aussi parce que quand j'ai ouvert le premier, il y avait, qui était à Paris, au Passage des Princes, Richelieu-Drouot, le président de McDonald's France de l'époque, que je connaissais pour avoir fait des conférences chez McDonald's à ce moment-là, me dit, alors il m'a dit, c'est super, c'est très joli, hein, mais ça ne marchera jamais. C'est un Américain qui était en charge de la France à l'époque. Premier jour, il me dit que ça ne marchera jamais. Il dit que c'est pas que ça ne marchera jamais, c'est très chouette, Columbus, Starbucks, oui, machin. Mais nous, tu sais, on est arrivé en France en 79 à Strasbourg avec McDonald's, parce que je ne savais pas que c'était Strasbourg. On a mis 10 ans et on a investi 600 millions de francs de l'époque pour atteindre la rentabilité. Il m'a dit, je ne sais pas comment tu vas t'en faire, mais inventer un marché, nous en France, on a inventé le marché de la restauration rapide, me dit-il. Toi, tu es en train d'installer le marché du coffee shop dans un pays qui ne le connaît pas. Ben, good luck, mon ami. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il faut 10 ans. Si tu veux. Et nous, on s'est dit, non, ça va aller vite. La disruption, c'est sympa, mais le timing est un élément clé du succès. C'est-à-dire que quand tu disruptes, trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Et il faut avoir les moyens, si tu veux, de tenir physiquement, et de financer physiquement parfois, et financièrement et moralement aussi parfois, pour tenir la distance, pour montrer que tu as raison, ce qui est quand même pas toujours évident. Et souvent, c'est un peu ce qui finalement nous est arrivé, c'est que tu peux très bien construire l'autoroute, mais jamais être au péage à la fin. Parce que tu ouvres un truc, tu laisses un peu ceux qui sont lents, c'est-à-dire les gros acteurs. Parce que je rappelle quand même souvent qu'il y avait déjà des gens qui faisaient des brioches dorées, des Paul le boulanger, qui n'avaient même pas observé ce qui se passait aux États-Unis et qui ont mis 15 ou 20 ans à peine, peut-être même 25, avant de mettre des poissons gourmandes dans leur carte. 20 ans. Enfin, les gros sont lents, les rapides sont petits, mais quand ils n'ont pas les moyens, ils peuvent vite se faire doubler. Ouais. Et t'essuies les plâtres, finalement, au départ. Forcément. Ouais. La disruption, c'est cher. Clairement. Et il faut avoir les moyens sauf si, et ma connerie historique, c'est les emplacements. C'est ça qui nous a ruinés. Justement, c'est quoi les premières étapes? Donc, tu as ton logo, tu as ton concept, tu as envie, tu lances. Tu as un mec qui s'est fait des cappuccinos. Tu as de l'argent, un petit peu, parce qu'on pouvait mettre cet argent qu'on avait gagné sur nos formations vidéo, etc. Donc, c'est autofinancé, vous prenez vos totalement. fonds. Oui, totalement, pendant longtemps. À un moment, jusqu'au jour où on ne peut plus, et effectivement, on fait rentrer un investisseur, après moult péripéties. On a de l'argent, on a un concept, on a un logo. On cherche des emplacements et on oublie un truc tellement débile, c'est que la France est le seul pays au monde qui pratique le droit de bail ou le fonds de commerce, qui est en gros quoi? Tu achètes le droit de payer le loyer à la place du précédent. Enfin, c'est une connerie absolument gigantesque. Et ça plombe le commerce, parce qu'aujourd'hui, il faut des sacrés commerces rentables pour payer l'immobilier parisien, français, de qualité, numéro 1, parce qu'on sait la règle de base, l'emplacement. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer d'autres types d'emplacements, et peut-être avec des nouveaux emplacements commerciaux. Et au lieu d'aller là où nous aurions évidemment dû démarrer, c'était dans le Marais, de trouver juste un bouclard à 2 balles, même mal placé, là où tous les gars qui vivaient dans le Marais tous les jours rêvaient d'un petit bout d'Amérique et qui l'auraient acheté immédiatement le matin. On s'est foutu comme des cons. Au Passage des Princes à Paris, qui était une galerie rénovée par, je ne sais pas par qui, à l'intérieur de la galerie, Passage des Princes, mais il ne passait jamais personne. Tu vois, on était vraiment à l'abri du pognon, comme on dit en langage de commerçant. Et à Euralille, qui était une espèce de centre abominable, non, mais Jean Nouvel, avec une espèce de monstre du commerce moderne, à l'entrée on s'était dit, on sera à l'entrée d'un centre commercial entre les 2 gares de Lille. Il n'y avait que des prostituées, des chauffeurs de taxi autour de nous. J'adore les deux, mais je veux dire, c'était juste pas notre clientèle, etc. Et du coup, on choisit ces 2 endroits neufs, en oubliant qu'un endroit neuf qui ne vaut rien ne vaut vraiment rien. Et en fait, effectivement, on démarre comme ça. On était à côté de la BNP, Paribas, boulevard des Italiens, et le matin, on avait tous les jeunes traders qui venaient prendre leur café latte parce que eux avaient déjà été aux États-Unis, voyaient, regardez Friends, et c'était tellement, mais ça durait qu'une demi-heure, et le reste du matin, jour, il n'y avait personne, etc. Donc au bout d'un an, en gros, on est très très mal. Et au bout d'un an, on ferme Euralille, donc on paume tout, et là, boum, tout s'effondre globalement. Et là, tu te dis, bon, bah, tu étais peut-être un bon conférencier, un bon auteur de bouquin, peut-être que tu arrêtes tes conneries. Mais non, c'est quand même un vrai sujet. C'est à quel moment faut-il ou pas continuer à... Qu'est-ce qui fait que là, vous abandonnez pas, tu continues, tu gardes cette conviction? Ce sont les baristas. Ce sont les baristas, c'est très con. Hein. Mais c'est eux qui me disent, mais attends, tu te rends pas compte qu'on n'en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là nous adorent. C'est en train de se faire, c'est en train d'arriver. Accroche-toi, Coco. On commençait à pas savoir comment payer les salaires, l'URSSAF, le machin, enfin le truc classique. C'est les baristas, et c'est là que je te disais tout d'un coup, quand tu sais plus
Quand tu n'as plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir et aujourd'hui on appelle ça pivoter, mais c'est ce qu'on a fait en fait. Le pivot, c'est lié avec les boîtes de la tech, le pivot, mais avant on essayait de trouver d'autres façons de se démerder. Et là on s'est dit effectivement, on a un joli concept, les gens adorent. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on avait tellement bien bossé le lancement, l'identité graphique, les gens étaient convaincus que c'était un grand groupe américain qui était arrivé. Tout le monde pensait qu'on était une boîte américaine qui était arrivée en France. Et on avait des revues de presse mais hallucinantes sur CNN, un peu partout, etc. On s'est dit, en fait, on a un joli concept, mais on n'a pas de flux, en fait. Donc on a cherché des lieux où aller mettre le concept chez les autres, en fait. C'est comme ça qu'on a démarré les FNAC, notamment. Et je suis le patron de la FNAC de l'époque, qui est un mec que j'adorais, qui était un Lillois, qui me dit, moi j'adore Columbus, on a dans nos magasins, on avait envie de mettre des cafés, etc. Mais moi j'aimerais bien le faire avec vous, mais il paraît que vous êtes vraiment en mauvaise santé. Je me dis, là, rigolez, on pète le feu. Enfin là aussi, c'était pas vrai du tout, mais il le savait, tu vois, il n'était pas dupe. Mais ce qui m'emmerde tout, c'est mes équipes, parce qu'ils ont peur que vous plantiez rapidement. J'ai tenté de le rassurer, et il me dit, mais vous n'avez pas besoin de me rassurer, je vais vous dire un truc. Il me dit, moi, vous savez, je sais que vous avez fait l'ESSEC en 82, mais franchement, je m'en fous. Ce que j'aime bien dans votre parcours là, c'est que vous venez de faire l'échec en 1995. Il trouvait ça très drôle, lui. Moi, j'ai moins apprécié le jeu de mots, mais il avait tellement raison. Et il m'a dit, on n'apprend jamais rien de ses succès, en fait. Et j'ai jamais oublié ça. Et en fait, il nous a donné comme ça une petite passerelle. Et on a démarré la première FNAC à Saint-Lazare, après les Champs-Élysées, à 2 pas d'ici, après Vélizy. Après, on est allé chez Vivendi, à côté d'ici, qui avait leur siège social. Après, on est allé chez Etam, rue de Rivoli. Puis petit à petit, c'était chez les autres. Donc, on était en survie. Donc on se disait, bon allez, on reprend une petite caution personnelle, on reprend un magasin, un seul d'abord, et puis, miracle, 80, je sais pas combien, 15, 16, enfin, on se dit, bon allez, on va là où on aurait dû démarrer, dans le Marais. Et on se retrouve rue du Temple, on ouvre un truc magnifique, rue du Temple, là où où tout se passe. On commence... Ah oui, on était aussi entre les deux dans le food court d'Italie 2. On avait commencé à mettre en place les muffins faits maison, devant vous, etc. Qui avait été le grand succès de Columbus, c'est aussi vraiment les muffins. Et on arrive rue du Temple et overnight. C'est-à-dire tu ouvres le truc et tu reviens le dimanche matin et tu as une ligne de 30 personnes qui ont enfin leur coffee just like friends, tu vois. Et là, ça a décollé, en fait, à partir de là. Ouais. Donc ça nous a sauvés. Donc à partir de là, on se dit, bon, ben, on va continuer à... Donc on continue. Et là, à ce moment-là, on prend d'autres points de vente dans Paris. On va rue Soufflot. On prend un très beau magasin rue Soufflot, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis à partir de là, ça se développe. Vraie leçon toujours dans l'adversité. Ouais, adversité, mais vraie leçon de résilience aussi. Parce que finalement, c'est une succession de plein de petits emplacements. Puis après, j'ai l'impression que vous remisez tout dans ce premier magasin du Marais. Exactement. Avec toute la conviction du monde, en vous disant on aurait dû faire ça dès le départ. Bien sûr. On le fait maintenant. Et ça décolle. Absolument. Et donc, cet emplacement stratégique fait que ça décolle. Et ensuite... Ça décolle. C'est-à-dire qu'on est encore vivant et on a du succès. On sait que le concept va marcher. Et maintenant, vous êtes rentable, vous avez les bons signaux. On n'est pas encore rentable. OK. On est rentable. On frise la rentabilité plutôt en 2004 avec 45 points de vente. Tu vois. D'accord. C'est ce que M. McDonald avait raison. Enfin, donc, durant tout ce temps, comment ça se passe? Parce que tu nous évoques le fait que c'est autofinancé. Donc pendant ce temps, on se fait des crédits des emprunts bancaires. On donne... tout en caution, tout ce qu'on a ou tout ce qu'on n'a plus. Enfin, tu vois, on met tout en caution. Enfin, en caution, oui, en caution perso. Et puis, en 80, j'ai un peu de mal à retracer l'époque, mais on doit... Alors, il y a la grande aventure. Il y a la grande aventure de Starbucks et du procès Starbucks. Parce que Starbucks me fait... Alors, Starbucks, je te raconte aussi l'anecdote, comme quoi parfois... Ah oui, ça, c'est intéressant en termes de résilience, si tu veux aussi, juridique, si ça t'intéresse. Je te fais juste un truc rapide. 2 ans après la sortie de l'arrivée de Columbus, je reçois un coup de fil d'un jeune couillon américain qui est à Londres, qui me dit « I'm working with Starbucks and we'd love to meet with you. » Formidable. Vous venez à Paris, je suis ravi. On était dans une merde, on était en train de fermer, on ne savait même pas si on allait continuer à faire Passage des Princes, etc. Et pendant 2 jours, je passe 2 jours avec lui. On avait 3 magasins à l'époque. Puis je lui montre un peu les trucs, je lui montre tout. Il me demande vos tickets moyens. Comme un con, je suis tellement flatté que le leader mondial, alors que moi je suis dans une merde totale, vienne s'intéresser à moi, que je lui montre tout. Et à la fin, quand il referme la porte et qu'il rentre à Londres, il me dit « Oh, by the way, on vous fait un procès. Vous allez recevoir bientôt les papiers du procès. » Oui, mais sur quoi? Tu vois, le mec, c'est quand même un big motherfucker, quand même, parce que tu lui consacres 2 jours de ta vie et il te dit bah, « Je vous fais un procès en conclusion. » Et en fait, on avait déposé, dès l'ouverture, même avant la création de Columbus, enfin, au moment de la création de Columbus, j'étais déjà un peu obsédé des marques. On a créé la marque Columbus, etc. Mais j'avais déposé la marque Frappuccino dans toute l'Europe.
comme une marque commerciale, parce qu'un cappuccino frappé, c'était pas extrêmement créatif. Et à l'époque, je ne savais pas que ça existait aux États-Unis, parce que ça a été démarré quelques mois avant, ou en même temps à peu près aux États-Unis. Et ils avaient considéré qu'on avait donc piqué la marque en Europe, avec une dimension différente pour eux que pour nous, c'est que le produit Frappuccino, en grande surface, était distribué par Pepsi Cola. Et Pepsi Cola n'était pas très heureux que la marque ne lui appartienne pas en Europe, si tu veux, parce que c'était un business énorme qui est potentiellement leur... Et là, nous, on était au creux de la merde, hein. On était au creux de nos emmerdements, comme tu peux pas t'imaginer, où je reçois du papier bleu, de procès, machin, etc. Procès, donc affaire qui a duré à peu près 9 mois, pendant lesquels, effectivement, ils nous mettaient une pression de dingue. Et nous, on était là en train de nous débattre, dire qu'est-ce qu'on va foutre, comment on paye nos charges URSSAF. Tu sais, les charges URSSAF, c'était mon traumatisme. 10 ans après avoir quitté Columbus, le 15 du mois, je me demande encore comment je vais payer les charges URSSAF que je ne payerai plus. Donc, c'est un truc terrible. C'était mon traumatisme, c'était les charges URSSAF du 15 chaque mois. Et ils nous agressent, et puis ils nous disent, mais écoutez, ça va pas du tout. Et puis les avocats, mais c'est quand même... Vous avez la marque, mais c'est pas gagné, c'est une grande boîte américaine, machin, ça. Puis toute une série d'étapes, je veux pas être trop long, mais à un moment, ils me disent, écoutez, bon, de toute façon, vous êtes une petite merde, votre boîte va pas bien, parce qu'ils savaient tout. Votre boîte va pas bien, allez, on vous rachète votre marque. Pas du tout, j'ai aucune envie de la vendre. D'ailleurs, plus ça va, plus je l'aime, d'ailleurs. J'arrête de dire plus ça va, plus le temps passe, plus je l'aime. Puis il me faut une proposition. Je sais même pas combien de temps le truc a duré, mais je sais que ça se passe en 98. En gros, à la rentrée 98, à peu près. Et un jour, j'apprends dans les notes de leurs avocats à eux, où ils ressortent mon adresse perso à New York en disant il habite telle adresse à New York, etc. Ils ne pouvaient pas ignorer à l'époque, machin. Et là, je suis devenu hystérique. Et je leur ai dit, écoutez les mecs, vous commencez vraiment à me faire chier. Et je donne rendez-vous à tous les analystes américains de la bourse de New York qui suivent votre action à New York le 1er novembre, où je serai à New York, et je vais révéler à ces mecs-là que vous ne possédez pas la marque en Europe. Donc tu vois les mecs qui possèdent la marque avec Pepsi Cola, et là qui me dit Philippe, détendez-vous, il faut qu'on le vice-président monde qui s'appelle Howard Behar m'appelle pour dire Philippe, relax, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Non, mais on n'a pas à se dire, j'ai rien à vous dire, je veux pas vendre ma marque, etc. Alors que je dis, on est dans une merde, mais absolument pas racontable. Il me dit, venez à Seattle rencontrer. Je dis, moi je veux bien venir, mais moi je suis président de Columbus, je vais uniquement voir Schultz. Je deal pas avec les sous-fifres, tu vois, le mec qui était numéro 2 de la boîte. Je dis, je viens uniquement si je peux voir Howard Schultz, qui était un mec extraordinaire. Enfin, le mec qui a fait une boîte incroyable. Et il me dit, ah, mais vous verrez Howard, il n'y a pas de problème, vous le verrez, etc. Je dis, bon, d'accord. Et on est donc en octobre, novembre 2098. J'arrive à Seattle, un peu penaud, dans cet espèce d'énorme siège, tu vois, resplendissant de Starbucks. Et je demande, bonjour, je suis là pour voir d'abord Howard Behar, qui était le vice-président. Et il me dit, oui, pas de problème, attendez là. Et quelqu'un vient me chercher et m'amène directement chez Schultz, le président, qui me la joue un peu comme là, tu vois, des canapés, comme ça. Il dit, mais tell me about your life, machin, c'est formidable ce que vous faites, pendant à peu près 1 heure. Et au bout d'1 heure, le mec devient complètement hystérique, il commence à devenir sauvage, et il me dit, you're a fucking motherfucker, I'm gonna crush you. Il est complètement malade. Vous avez volé cette marque, j'ai pas confiance en vous, etc. Un fou furieux. Et il me dit, mais enfin, chez moi, il y a des mecs qui veulent négocier. Et puis il s'en va, tu vois. Et puis je le suis avec mon petit cartable dans le bureau. Et il arrive en fait dans le bureau de Howard Behar, le numéro 2, qui devait me rencontrer à l'origine, etc. Parce qu'il avait court-circuit. Il était tellement anxieux de me rencontrer, le Schultz, qu'il avait donné comme instruction de me faire monter directement sans passer par le vice-président. Et du coup, j'arrive chez Behar et j'étais encore sous le choc de cette espèce d'agression. I'm going to crush you. Je vous écrabouiller. Et je lui dis, mais il est dingue, le mec. Et il me dit, non, he's very emotional. Je dis, mais attends, moi aussi, je suis vraiment emotional, etc. Et du coup, il me dit, détendez-vous, il faut qu'on se parle. Bref, je repars de ce rendez-vous à Paris avec 50 000 $ de plus de propositions de la proposition que j'ai refusée 15 fois depuis en prétextant que j'adorais la marque de plus en plus pendant 3 mois de plus. Et en fait, ça s'est terminé par la vente de la marque à Frappuccino, à Starbucks, qui n'était pas majeur pour nous à un moment de détresse, malgré tout, financière de la boîte, et qui a donné du cash suffisant pour tenir pendant un moment, d'ailleurs, comme quoi en voulant tuer la marque, ils l'ont permis de devenir la première chaîne française de coffee shop, parce qu'il y en a plus que Starbucks en ce moment en France. Donc la vie est assez marrante, mais donc never give up, quoi. Tu vois, il faut jamais abandonner, même dans l'adversité juridique. Elle est vraiment folle, cette anecdote, parce que finalement... Elle est vraie, en plus. Alors, j'ai pas le droit de donner le montant, c'était NDA absolu, mais l'aventure est absolument vraie. Enfin, tout ça est vrai. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, tu te retrouves propulsé dans les bureaux de Starbucks avec le
CEO de Starbucks, le numéro 2 de Starbucks. Et à ce moment-là, vous êtes au fond du creux. Il y a 2 coffee shops. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Il y en a un peu plus, il y en a peut-être 3 ou 4, mais 3 en ou 4, fait, ouais. mais tu n'as aucune idée comment tu vas faire la suite des salaires. Oui, non, tu ne sais pas. Ouais. Mais pas grave. C'est assez dingue parce que peu d'entrepreneurs pourraient, tu vois, garder la face, gérer de front tous ces sujets, etc. Oui, mais aussi quand on a la conscience tranquille, tu sais, moi je vais rien voler. Hein. J'étais à peu près sûr qu'on pouvait gagner un procès. Enfin, potentiellement, la marque a été déposée en même temps que la création de la boîte. Enfin, j'avais rien fait de mal. Enfin, parfois, si tu es un peu un voyou, tu t'interroges, mais là tu dis, j'ai raison de me battre. Ma avocate me dit arrête tes conneries, prends 50 000 $ et on arrête les conneries. Mais je dis no fucking way. Tu vois, c'est pas possible. Donc non, mais je crois que je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Honnêtement, je peux pas t'expliquer, mais je pense que la résilience, enfin, il faut se battre tout le temps. Ouais. Tu sais, moi, on m'a souvent demandé aussi, comme toi, souvent, j'imagine, c'est tout le métier d'entrepreneur.com de nous aider à des moments difficiles, mais à ce qu'il faut abandonner et quand. Tant que tu as une lumière, une petite lumière qui brille encore en toi et qui dit continue à te battre, il faut continuer. Après, effectivement, il ne faut pas s'entêter. Mais elle brille très longtemps, la petite lumière dans l'adversité. Elle brille très, très, très longtemps. J'adore ton histoire avec Columbus parce que finalement, c'est l'incarnation concrète de la phrase « il faut parfois 10 ans pour réussir du jour au lendemain ». Et c'est réel parce que pendant 10 ans, c'est des combats, une galère, de la résilience, des hauts, des bas, etc. Absolument. Et puis aujourd'hui, Columbus, c'est ce que c'est. On connaît tous la marque et on voit tous ce qui s'y passe. C'est quoi les prochaines étapes justement? Là, vous avez le Columbus dans le Marais. À quel moment vous développez encore d'autres filiales? Là, on commence à être capable de commencer à prendre des beaux commerciaux. Okay. Donc on fait rue Soufflot, machin, etc. Et là, je cherche de l'argent parce qu'on se dit bon, à Starbucks, ils vont. Tu sais, si on avait fait le Marais à la place de ce putain de Passage des Princes, on aurait fait comme ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, il y avait une boîte qui s'appelait Seattle Coffee Company, qui est arrivée 3 ans avant nous en Angleterre, sauf que c'est l'Angleterre qui n'est pas de culture de café et qui a une culture anglo-saxonne, qui avait tout de suite repéré Starbucks, et un jeune entrepreneur londonien a fait Seattle Coffee Company, dans un pays, l'Angleterre de l'époque, où il y avait tout ce que tu voulais comme financier pour financer n'importe quelle aventure, et ils font 60 magasins à peu près en 5 ans à Londres. Et Starbucks, boum, qui a envisagé d'aller en Europe en commençant par son territoire naturel anglo-saxon qui était l'Angleterre, rachète la boîte 60 millions de $, en gros, qui avait à peine 50 bouclards qui perdaient du pognon. Mais c'était ce truc-là. Nous, si on avait fait en France un début réussi sans perdre l'ensemble de notre investissement sur un magasin à la con à Lille qui nous a coûté à peu près 1,5 million pour rien parce qu'on l'a arrêté au bout d'1 an, ces 10 années, on les a perdues là. Donc, ça veut dire que overnight success, oui, mais en même temps, nous, on a quand même fait beaucoup de conneries pour se plomber dès le début et perdre tellement d'argent dès le début que c'était compliqué. Et en fait, du coup, je ne sais pas sur quoi j'étais parti, mais oui, le financement. Donc, en gros, 10 ans après, Starbucks commençait à pointer le bout de 5-6 ans après. Starbucks commençait, en plus, il m'avait dans la mire, il me détestait parce que, à cause de cette histoire. Et du coup, on s'est dit, ils vont pas tarder à arriver, sans exactement savoir si ce serait 2003, 2004, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on commence à trouver de l'argent. Sauf qu'on est en 98-99, et il y a l'explosion d'Internet, pré-bulle. Tu mets pas un .com sur ta boîte, tu lèves pas 1 euro, et encore moins dans un bouclard de café en France qui est perçu comme un métier déclinant, etc. Donc on n'avait pas très bien, et on était essentiellement sur des financements d'emprunts bancaires, de caution perso, mais il n'y avait plus rien à donner en caution perso. Une fois que tu donnais ton appartement et demi, bon, tu ne peux plus donner grand-chose. Et là, on a été appelé j'ai été appelé par un type qui avait repéré un gars aux États-Unis qui connaissait bien Starbucks, qui avait de l'argent, qui nous a proposé de rentrer, qui avait un family office, qui nous a proposé de rentrer en disant Starbucks va pas tarder à arriver, est-ce que ça vous tente? Je dis bon, je le connaissais pas, j'avais confiance dans son expérience d'entrepreneur américain aux États-Unis, et on a accepté de se diluer très vite, en fait, en disant ok, de toute façon, on est au bout de nos ressources, ok, là on a 10, 15, entre les franchises, les concessions, les FNAC, les machins, on avait 3, 4, 5 en propre, tu vois, enfin, il n'y a pas encore de franchise, mais on avait 5 qui étaient à nous en termes de droit au bail, et des spots dans la FNAC sur lesquels on n'avait pas de maîtrise, un contrat pouvait l'arrêter, etc. Donc j'ai accepté en fait qu'on se dilue vite, au point de perdre vite la majorité en fait. Et ça, cette accélération s'est faite là en 2 grosses augmentations de capital qui nous amènent en fait en 2004 mon départ.
Ok. Et justement, sur cette partie levée de fonds, dilution au point de perdre la majorité, donc Ouais. finalement la majorité aussi en termes de droit de vote, Ouais. qui fait qu'on peut arriver à des situations comme tu as vécu. Ouais. J'aimerais bien qu'on en parle et qu'on rentre un petit peu dans le détail, parce que finalement, ça peut arriver à tout entrepreneur Ouais, bien sûr. que de se faire évincer de sa propre boîte. Hold-up légal. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous partager que tu Ouais. aurais fait peut-être différemment? Tellement de choses. Je peux presque tout partager avec un peu de décence quand même, parce qu'il y a beaucoup d'aspects émotionnels dans l'histoire, parce qu'il y a de la trahison dans l'histoire. Moi, en tout cas, que j'ai vécu comme une trahison. Donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être juste. À ce moment-là, effectivement, il se passe 3 années, on va dire, 80, 2000, 2001, 2002, 2003, extrêmement intenses. On avait en fait de l'argent pour commencer à faire un peu de développement, donc on achète des points de vente, enfin on les construit, et on fait quasiment un magasin par mois en fait, donc un boulot de dingue. Moi je bosse, mais comme toute ma vie, 7 jours sur 7, 14 heures par semaine, tous les week-ends, sans jamais ressentir de fatigue. Je le rappelle souvent, mais je rappelle aussi souvent que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui. Donc je ne me suis jamais senti fatigué de cette aventure, alors que physiquement j'aurais pu m'effondrer 1000 fois et toujours mal dormir, alors que je dors comme un bébé. Enfin, comme dirait l'autre, je me dors 1 heure, je pleure 1 heure, mais en gros... J'adore cette phrase, je dors comme un bébé, je dors 1 heure, je pleure 1 heure. Non, j'ai toujours bien dormi, malgré l'adversité, mais surtout, j'ai toujours bien beaucoup bossé sans ressentir cette fatigue, en fait. Et plus c'était compliqué, plus ça me passionnait, pour être sincère, parce que le développement, c'est quand même assez passionnant. Et du coup, effectivement, on continue à développer. Ça commence à devenir complexe, parce qu'on commence à être 100, 200, 250 baristas, etc. On a des problématiques de tout ce que tu peux t'imaginer, de recrutement, de formation, de croissance, avec encore très peu de moyens, parce que tout l'argent qu'on avait levé, au-delà de combler quelques dettes, ça permettait aussi quand même de chaque fois d'investir. Chaque magasin, c'était une aventure. Moi, j'ai écrit un bouquin en 2003, qui a été une très forte rupture avec mon associé, qui est un bouquin qui s'appelle Bienheureux les fêlés, que j'écris seul et que je signe seul, à la différence d'autres bouquins de services compris que j'avais co-signés, qui était un peu ma psychanalyse de l'entreprise, en fait. Je racontais tout ce que j'ai vécu d'horrible. Et en même temps, j'adore ce bouquin. Je vais dire pourquoi, parce que il a probablement, toi, je ne sais pas combien d'entreprises tu as permis de développer, de grandir, etc. Moi, je crois que j'ai permis de créer avec ce bouquin des centaines d'entreprises, que j'ai eu ces témoignages, les gens vont dire, j'ai lu ce bouquin, quand j'ai vu par quoi vous êtes passé, ça m'a tellement envie de le faire aussi. C'est un truc de fou quand même, parce que c'est la première fois qu'on parlait de tous tes emmerdements qui te donnent du plaisir. Enfin, c'est un truc masochiste quand même, ce truc. Et du coup, Bienheureux les fêlés, qui était sous-titré Tout le monde peut créer son entreprise, qui était chez Jean-Claude Lattès, où je racontais ces 10 années. Et je raconte aussi souvent que c'est marrant parce que mon épouse, qui est américaine, que j'évoquais tout à l'heure, qui parle français de manière modeste, on va dire, parce qu'on a surtout beaucoup de potes en anglais, on parle en anglais ensemble depuis toujours, mais en tout cas, elle parle pas assez bien français pour lire facilement un bouquin. Donc, elle n'a jamais lu aucun de mes bouquins, ce qui est génial, parce que comme ça, je peux écrire ce que je veux. Et du coup, elle n'a jamais lu celui-là. Ce qui est chiant, c'est que l'intelligence artificielle, elle traduit tout maintenant. Donc, j'ai peur que, quand j'écrive, qu'elle commence à voir ce que j'écris. Mais dans ce bouquin, j'ai pas envie qu'elle lise ce bouquin, parce que je pense pas qu'elle a senti. Chaque soir quand je rentrais, ou chaque week-end quand je rentrais à 18h de mon dimanche passé au bureau pour régler des emmerdes, savoir comment j'allais payer les trucs, tout ce que je vis, tout ce qui me tombait sur la tête en fait. Et qui m'a fait prononcer 1000 fois cette phrase que j'ai prononcée plus de 1000 fois, je crois, que entreprendre, c'est importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme en fait. Donc je suis convaincu qu'en fait on est des importateurs d'emmerdements et des recycleurs en énergie positive en fait. Et elle n'a jamais ressenti ça en fait. Mais ce bouquin a créé, je l'ai bien ressenti, si tu veux, chez mon associé de l'époque, une rupture, en fait. Et en fait, à ce moment-là, lui, qui était... c'était pas son aventure, en fait. Lui, je pense qu'ils auraient été plus heureux si on était resté, en fait, dans cette dynamique de conseil et de formation, qu'il a d'ailleurs continué après mon départ. Mais moi, j'avais besoin de manager, d'aimer les équipes, de les motiver, de leur donner une vision et de les entraîner dans cette adversité à mes côtés avec un vrai projet partagé. Et du coup, ça a créé des ruptures entre nous que je sentais. Donc tu me dis aussi, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? On parlait avec lui avant que ça pète. Parce que ce qui a finalement pété, c'est que je vais être au bout du truc. Que tu comprennes tout, et j'hésite un peu à le faire de manière publique, mais je vais tenter de le faire de manière juste, encore une fois, et un peu plus discrète que nécessaire. C'est qu'en fait, je me suis aperçu à un moment, pour être sincère, que nos investisseurs, la personne qui me l'avait présenté avait un profil douteux, pour faire court. Et que lorsque j'ai mis les pieds dans le plat et que j'ai parlé de ça à notre investisseur,
Et cette personne en question était en fait rentrée dans notre entreprise imposée par l'investisseur comme directeur financier à temps partagé. Et lorsque j'ai appris en fait certaines choses sur lui, qui étaient quand même de manière judiciaire, j'ai exigé son départ. Et l'actionnaire, en gros, il a vite compris qu'il était temps que je me barre, en fait. Qu'il valait mieux que j'arrête de les emmerder. Et du coup, j'ai passé un an abominable, où on sentait qu'il y avait une pression de fou. Tout était un peu caché à ce moment-là. Je sentais pas qu'il se préparait un truc, en fait. Mais ils se sont dit, Philippe, qui met le nez dans les affaires de ce mec, c'est pas très bon. Donc en gros, on préférait qu'il parte. Et comme à ce moment-là, mon associé était déjà un peu parti dans sa tête, en fait, et que c'était pas vraiment l'aventure qu'il préférait, il a été facile pour lui, en gros, puisque c'est quand même à ce moment-là que le conseil d'administration 2004, qu'on m'a expliqué, tu es démis de tes fonctions et tu peux partir. De toute façon, on a changé les clés du bureau, c'est pas bien que tu y retournes. Donc c'était quand même sauvage. Ah, waouh. Ouais. Donc tu vas... Il y a une réunion. Ouais. Une réunion, conseil d'administration, approbation des comptes 2004. Ouais. Et tu en repars sur ton scooter en te disant, bon ben j'ai perdu, je n'y suis plus. Alors à ce moment-là, on est encore à peu près un peu au moins 40% à deux dans la boîte. Sauf qu'un mois après, c'est coup d'accordéon et il me reste plus grand-chose. Et donc, ils te sortent de la boîte du jour au lendemain. Mais tes parts, qu'est-ce qui se passe? Ils te les rachètent? Tu les détiens encore? Non, ils font une très grosse augmentation de capital. Un an avant, je sentais qu'il fallait on avait besoin quand même de capitaux parce que la boîte, à cette époque-là, on avait donc à peu près 45 points de vente. Mais si tu regardes bien, on commençait à borderline, on commençait à avoir un vrai truc permettant d'atteindre un équilibre financier. Et d'être à l'équilibre et de pouvoir faire un vrai développement. Starbucks, on était en 2004, donc Starbucks était là depuis un an et demi. Ils sont arrivés à Avenue de l'Opéra, donc ça y est, ils avaient démontré que... Tu sais, pendant 10 ans, j'étais un dingue parce qu'on était seuls. Tout d'un coup, t'es deux, t'es le visionnaire qui avait le truc avant tout le monde. Voilà, j'étais ni l'un ni l'autre, c'était juste que j'étais le seul à avoir cru à ce truc, à la con, avant effectivement les autres. À ce moment-là, effectivement... j'avais emprunté de l'argent pour ne pas me diluer. C'est-à-dire qu'un an avant, j'ai emprunté 200 000 euros à la caisse d'épargne à l'époque, en me disant je vais éviter de me faire diluer. Il y avait une augmentation de capital à peu près un an avant de me faire virer. Et je m'étais dit c'est quand même con pour 200 000 euros. Moi j'y croyais encore, tu vois, à ce moment-là. Je sentais qu'il y avait de la tension, qu'il y avait cette affaire un peu de cet directeur financier dont je m'étais débarrassé physiquement et également, mais qui rôdait quand même dans l'environnement de mon investisseur. Et du coup, j'ai accepté de payer 200 000 euros sur 10 ans, un truc que j'ai remboursé pendant 10 ans, alors que j'avais tout perdu en une journée en 2004. Puisque 15 jours après, ils te font une augmentation de capital mouse costaud, massif, qui te dilue définitivement beaucoup. L'argent était perdu et remboursé pendant 10 ans, aujourd'hui, pour peut-être pas grand-chose. Même si je gardais... Donc, toutes mes actions, je les ai conservées aujourd'hui, mais je suis extrêmement dilué avec une tout à fait nouvelle équipe qui est arrivée un an après, ou un an et demi après. Et justement, comment ça se passe? Parce que tu dis tout à l'heure, les investisseurs qui t'ont fait sortir, ensuite, il y a d'autres investisseurs qui sont venus. Pas tout de suite, non. D'abord, ils ont managé le truc à ce moment-là avec mon associé à l'époque, probablement pendant 3-4 mois, puisque c'était en juin 2004, mon départ. On passe l'été à passer le deal, etc. Et moi à réfléchir à mon avenir, parce que tu te retrouves comme un con. Tu sais, je l'ai raconté parfois, mais quand j'ai repris mon scooter en sortant du Sofitel rue Boissy d'Anglas, où j'avais loué un salon pour faire mon assemblée générale de clôture des comptes, et que je me dis, bon, je rentre à la maison, annoncer à ma chère épouse Robin que la boîte s'est terminée et que tout ce qu'on a donné dans la boîte en termes d'abandon, de notre confort d'avant, ça sert plus à rien, ou presque. Qu'est-ce que je fais? Comment je le lui dis avant de monter dans l'appartement? Alors ça m'a fait penser... C'est rigolo ou pas rigolo, mais ça me fait penser, il y a un film avec Tim Seat, qui est toujours un mec que j'aime bien, où il perd son boulot. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Et il ne sait pas comment l'annoncer à sa famille. Et comme il n'arrive pas le courage de leur annoncer, il tue toute sa famille, en fait. Et je me suis dit, il y a une option tuer sa famille, et puis il y a une option assumer, qui est peut-être la meilleure, sans rancœur, sans rancune, en disant, tu es un entrepreneur, tu n'as pas eu le talent. Tu n'as pas eu le talent de développer ta boîte sans faire appel à l'argent des autres, dans un monde capitaliste normal, au-delà des aspects un peu dégueulasses
du directeur, du gars qui t'emmène dans que tu es obligé de virer parce qu'il n'est pas propre. Et tu te dis, bah, c'est la loi. Enfin, c'est la loi du capitaliste. Tu as perdu ta majorité, tu as besoin de leur argent, tu fermes ta gueule et tu penses à autre chose. Et je me rappelle toujours aussi de cette phrase que je trouve formidable de Charles Pépin, que tu connais sans doute, qui écrit beaucoup sur le thème de l'échec, qui dit que le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. Et on a tous l'occasion d'attribuer aux autres tous nos insuccès, en fait. Et je crois que cet échec, il est le mien. Il est le mien. Alors, j'ai su créer cette marque, j'ai su la porter dans l'adversité, j'ai su en donner envie à des gens d'en faire quelque chose. J'ai pas su la développer seul, dont acte. Après, il faut se dire, c'est mieux que de devenir alcoolique, de vouloir à la terre entière, que de refaire juste sa vie en 1 mois et demi, 2 mois, et puis le mois de septembre, tu repars sur autre chose. Sauf que eux, du coup, après, effectivement, mon associé est parti en 3-4 mois après. En gros, il leur a filé les clés. Eux, ils ont trouvé le moyen ensuite de revendre leur part à un garçon formidable qui s'appelle Nicolas Richer, qui a repris la boîte avec un family office avec lequel il avait déjà 2-3 intérêts dans une mini chaîne de sandwicherie, en fait. Et eux, ils ont fait un boulot formidable. Et je suis très très proche de Nicolas, c'est un mec formidable et j'ai une immense fierté de ce qu'il a fait de la boîte, dont je suis resté très très proche, en fait. Tu vois, ça c'était un truc qu'ils m'ont offert, je les ai mis juste pour toi. C'est des Stan Smith spécial Columbus, logotisé Columbus Café, effectivement. Qui m'ont offert en fait à la convention des 30 ans de Columbus, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au Baléares. Et donc en fait, je les aime beaucoup. Très sympa. Elles sont toutes neuves en plus. Je les mets jamais, je les mets juste pour toi, tu vois. Magnifique, trop chouette. Non, mais un jour, je les ai vus, mais t'as pas mis tes chaussures. Je les avais oubliées. Effectivement, donc voilà. Non, mais c'est des gens très bien. Des gens qui ont pris les boîtes sont des gens très bien. Nicolas a fait un boulot, un vrai développeur. C'est un vrai développeur c'est devenu une vraie belle boîte. Ma seule préoccupation, c'est qu'ils continuent toujours au mieux à essayer de faire passer chaque jour à chacun de leurs clients les 15 meilleures minutes de leur journée, qui est peut-être la seule chose qui te sauve en ce moment dans le business. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de supplément d'âme qui fait que tu deviens absolument incopiable. Parfois, quand tu vas dans un Columbus, est-ce que tu passes du coup les 15 meilleures minutes de ta journée ? En général, ça se passe pas trop mal, Ouais. mais je suis pas époustouflé non plus. D'accord. C'est compliqué d'époustoufler, tu sais, mais je leur en veux pas, c'est un métier de chien. C'est un métier de chien. Quand mon fameux Robin Edge de Starbucks, de McDo, quand il est venu me dire que ça marcherait jamais le premier jour de l'ouverture de Paris, il m'a dit, tu sais, le conseil que je peux te donner, c'est que nous, chez McDonald's, on sert 60 millions de hamburgers par jour, mais on essaie de les servir un par un. Et il avait tellement raison, c'est tellement dur de 65 millions de fois faire le bonheur de quelqu'un dans la journée. C'est-à-dire que des emmerdes dans un magasin, rien ne marche, les mecs ne se présentent pas, le métro est cassé, il y a une sirène qui sonne la nuit dans l'alarme, enfin c'est un cauchemar, les poubelles ne sont pas passées, ton truc, ta salle est pourrie, les toilettes sont dégueulasses. C'est horrible ce métier de faire ça bien. Mais développer cette envie, et ça c'est tout l'art du management que de donner envie aux gens de le faire, malgré tout, tu vois. On va parler de process, pardon, de je management. vais un peu dans tous les sens, je suis désolé. J'adore, c'est parfait, mais avant ça, je me reprojette quand tu es sur ton scooter, tu rentres chez toi. Famille, oui. Voilà, exactement. Tu choisis heureusement l'option 2. L'option cool, Robin, c'est pas très grave. Exact. On va beaucoup plus se marrer encore sur d'autres choses. Mais est-ce que c'est à ce moment précis, justement, que tout de suite tu prends cette décision ? Parce que tu as été le fondateur emblématique de Columbus, c'est toi l'image, c'est toi la personne qu'on voit, c'est avec toi qu'on discute. Comment ça se passe aussi, outre la famille, avec tes amis, avec les clients, avec ceux qui te connaissent ? Est-ce que tout de suite, tu arrives à avoir cette objectivité, lucidité, si j'ose dire ? Non, je te dis pas dans la nuit du 24 au 25 juin. Je te dis pas que cet été-là, j'ai oublié d'y réfléchir. J'ai essayé de pas y réfléchir entre 2 appels téléphoniques d'avocats parce que, en fait, pour qu'ils me payent à minima, j'avais une clause, me semble-t-il, de genre si t'es viré, en gros, t'auras droit à 2 mois de salaire. Enfin, des bricoles complètement minables. Donc, ils voulaient même me supprimer, tu vois. Donc, j'ai passé 1 mois à négocier 2 mois de salaire pour parce qu'en fait, effectivement, je veux pas non plus faire pleurer la planète parce que ma chance dans toute ma vie, c'est que même dans cette période-là, j'ai continué à faire des conférences et à écrire des bouquins. Donc, je ne prenais tout ce que je prenais pas sur Columbus, je parvenais malgré tout à vivre à peu près correctement. Mais pendant 5 ans, je me suis payé au SMIC chez Columbus pour payer les salaires des boîtes, enfin des collaborateurs. Donc, ces 15 jours, cet été a été un peu pénible. Pas de cacher que ça n'a pas été pénible, mais jamais dans la déprime ni dans l'abattement. Et puis, en fait, 1er septembre, immédiatement, j'ai pris la posture il y a rien de plus excitant qu'une nouvelle vie, en fait, laquelle a été permise très vite par la reprise
des interventions de conférences, notamment sur l'entrepreneuriat, parce que à cette époque-là, je venais d'écrire mon bouquin Bienheureux les fêlés, et j'ai commencé à ajouter à mes thématiques d'expérience client et de qualité de service toutes les thématiques de l'entrepreneuriat, qui est aussi un besoin dans des entreprises. Et puis après, il y a eu BFM en 2005, janvier 2005, c'est-à-dire il y a presque 20 ans maintenant, non, il y a plus de 20 ans, puisque c'était 2025, 2005, où en fait, Guillaume Dubois, qui était le rédac-chef, j'avais fait en fait la couverture. Et c'était plus que la couverture de Challenge à l'époque, c'était 8 pages dans Challenge de reportage sur l'aventure de Columbus, qui était hallucinante et qui avait été remarquée par Guillaume Dubois, qui était le patron de BFM Radio, parce que BFM c'est Business FM, et qui est devenu BFM TV et qui est devenu ensuite BFM Business. Et Guillaume, qui était le rédac-chef, m'a dit, écoute, moi je sais que tu fais des conférences, que tu sais tenir un micro, je rêve d'un entrepreneur pour interviewer des entrepreneurs. Est-ce que tu as de temps? Là, tu as un peu de temps maintenant là, donc est-ce que ça va Oui, et j'avais pendant 10 ans une chronique mensuelle dans le magazine L'Entreprise, qui est le magazine qui était l'expansion des PME, qui est mort aussi. Je pense que Sport la Schkoun à la presse française. Mais en fait, ils n'avaient pas su se réinventer non plus, pas plus que l'expansion. Et du coup, ils avaient repéré à la fois mes chroniques dans l'entreprise, et ils m'avaient dit, ce serait bien que tu animes cette émission. Et je l'ai commencé avec Guillaume Roquette, qui est aujourd'hui le patron de Figaro Magazine. Et on avait une hebdo tous les lundis matins pendant 2 heures qui s'appelait l'entreprise BFM, et qui a été le début de ma vie d'animateur radio-télé, en fait télé après, quand BFM est devenu télé-radio. Et ça a été le rebond, si tu veux, qui m'a permis de dire, bon, rien de grave. Et là, je me suis dit, bon, d'abord, commence à te reposer un tout petit peu. Je n'étais pas fatigué, mais la tension émotionnelle de 10 années de galère, tu la sens quand même à un moment ou à un autre. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, quand tu retrouveras l'envie d'entreprendre, t'entreprendras. Et puis voilà, le rebond s'est fait comme ça, tranquillou. Mais très vite, très très vite. Et sans jamais de regret. Le regret sert à rien, en vouloir au monde entier ne sert à rien. Être fier de ce que tu as fait, hyper important. Moi, quand je vois ces 300 entrepreneurs aujourd'hui qui font vivre peut-être 2 ou 3 000 mecs, qui sont heureux d'une marque que j'aime, quand j'achète mon café latte chez Grand Frais ou je sais pas où, je suis ravi de l'avoir. Enfin, j'ai une grande fierté de ce qu'ils ont fait. J'ai zéro amertume, zéro. Je n'ai de regret que cette trahison de choses que je n'aime pas. La trahison, c'est le seul truc que je n'accepte pas. On parlait tout à l'heure du fait que c'était un métier difficile. Finalement, c'est des process, du management. Tu parles souvent d'exigence également. Oui, tout le temps. Comment on fait justement pour faire en sorte que de A à Z, de l'entrée à la sortie, mais de toute la chaîne logistique également, on arrive à faire en sorte que l'ensemble fonctionne bien et on arrive finalement en bout de course, quel que soit le produit qu'on vend, à faire passer 15 belles minutes à ses clients? Je crois qu'il n'y a pas de règle parce que tout dépend de la taille de ta boîte et des moyens dont tu disposes. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui faire ce que tu évoques là au Columbus de l'époque avec ta bite et ton couteau, pas d'équipe, où tu es le même homme à faire comme je le faisais, les comptes d'exploitation sur Excel, les plans des plans de la décoration de trucs, réfléchir où est-ce que tu vas mettre l'évier de nouveau magasin qui s'ouvre entre 2 magasins avec entre-temps des conférences pour aller à Marseille, revenir le soir. Globalement, je ne sais même pas comment j'avais réussi à le faire à peu près bien. Si ce n'est qu'il y avait, et peut-être que c'était mon seul talent de l'époque, c'est que j'aime les gens, que je crois que les gens m'aimaient bien et que je crois que ces équipes avaient envie de se défoncer pour l'aventure. Pas pour moi, mais pour l'aventure qu'on était en train de créer ensemble. Tu sais, moi, j'ai très vite compris que... c'est pour ça aussi que je suis toujours obsédé par le langage négatif des Français qui font que les Français... Il y a en France plus d'êtres toxiques, je trouve, qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens toxiques qui voient le mal partout, qui te disent des choses comme ça ne marchera jamais, le problème c'est que, etc. C'était mieux avant. Et en fait, je pense que dans les boîtes, il y a des gens toxiques et que le management français n'est pas assez courageux. Et que lorsqu'une personne dans une équipe a une forme de toxicité qui arrive à détruire l'énergie de toute une équipe et que le management s'assied dessus, ne le repère pas, ne s'en occupe pas, il perd toute forme de crédibilité auprès en fait, de son équipe. Et ça, c'est un truc que je crois que j'ai toujours su assez bien faire. Tu peux pas t'imaginer le nombre de gens que j'ai fait partir sans aucun dégât. Je crois que j'ai jamais eu un seul prud'homme chez Columbus, dans un métier où tu en as absolument tout le temps. Parce que je pense que quand tu arrives à déclencher cette espèce d'énergie secrète d'un projet partagé par une équipe autour de valeurs saines, qui sont pas sur un poster Customer is King, mais d'un truc qu'on a envie de réussir ensemble, c'est absolument magique. Sauf que, quelle que soit la taille de ta boîte et des moyens dont tu disposes, ça passe quand même beaucoup par une capacité, en fait, de ce qui est tout sauf l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tous les soft skills, c'est-à-dire l'empathie, l'écoute, la vision, le charisme, l'intuition, la capacité à donner de l'énergie. Et en fait, ces choses-là, elles ne sont possibles que lorsque tu es à l'écoute et quand tu es physiquement présent. C'est-à-dire que le vrai sujet de ce que tu évoques, comment est-ce qu'on garde ça, pour moi, c'est la présence physique
de l'entrepreneur au sein de ses équipes et de la réalité. Alors, il la perd extrêmement vite, parce que dans une boîte, quand elle grandit, et je pense que Columbus, techniquement, on n'est pas encore là, mais la croissance crée de la complexité dans les boîtes. La complexité crée des process, et les process vont le plus souvent à l'encontre des valeurs initiales et du bon sens. Et ça, si tu veux, en matière d'expérience client, c'est un élément clé de tout. C'est-à-dire que pourquoi les boîtes, plus elles grandissent, plus elles ont du mal à être à la hauteur de ce que seul Amazon sait bien faire aujourd'hui, c'est-à-dire de gagner un fric limité sur le commerce du retail, mais qu'ils font de manière exceptionnelle parce qu'ils arrivent à le faire sur le cloud. Parce que Amazon, c'est quand même plusieurs business. Le cloud les rend riches. Et la distribution, nous tous qui en profitons avec une qualité de service exceptionnelle, ça coûte la fortune quand on passe nos vies à renvoyer nos trucs dans tous les sens. Ouais. Donc, quelque part, avoir une qualité de service exceptionnelle, très compliqué, mais arriver à la maintenir, c'est que la proximité, plutôt l'éloignement et l'ennemi du management. Donc il faut être tout le temps sur le terrain en contact des réalités. Ou alors trouver les relais. Et là, je viens, la prochaine étape, si tu le fais, moi, malgré ça, je passais ma vie sur le terrain, qui se rajoutait des heures en plus, mais je le faisais. En revanche, après, tu trouves les moyens d'avoir des relais qui font ce boulot-là. Et puis surtout, il ne faut rien lâcher. Et je pense sincèrement qu'en général, ça commence à déconner. La qualité de service, quand elle est installée durablement, quand une personne a envie de la démolir, en fait. C'est là que je te parle de repérer ceux qui ne sont pas avec toi et qu'il faut, à mon avis, leur faire comprendre qu'ils seront plus heureux chez Starbucks, en fait, pour faire court. Non pas que Starbucks soit pas bon, mais ils sont très bons, d'ailleurs. Ils font le boulot. Mais globalement, dans ces métiers-là, c'est extrêmement difficile parce que tout est basé sur l'humain. Et l'humain, ça suppose des qualités managériales assez différentes qui ne sont pas de la technique, c'est pas ce que tu apprends dans les écoles. C'est juste beaucoup de terrain, beaucoup de rencontres, beaucoup d'intuition. Complètement. Et puis d'aimer les gens, aimer les gens. Pardon. C'est rien. Tu évoques le fait que tu n'as jamais eu de prud'homme dans un métier Non. où c'est extrêmement compliqué de gérer l'humain, justement. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui nous écoutent ont énormément de difficultés à recruter, énormément de difficultés à s'entourer, énormément de difficultés à manager. Ouais. Et parfois, sans s'en rendre compte, on glisse tranquillement vers des situations qui sont très compliquées. Quels conseils tu donnerais justement à certains entrepreneurs qui nous écoutent à l'égard du management, à l'égard de la gestion des humains, la gestion des équipes et réussir à rester connecté au terrain, même quand on scale et qu'on change d'échelle? Je n'ai pas scalé, moi, donc je ne peux pas te dire. Mais enfin, ce n'était pas le scale, c'est effectivement quand on a des enjeux très, très importants, ce qui n'était pas vraiment les nôtres. Je pense que d'abord, évidemment extrêmement soucieux. On est un pays qui est moins empêtré dans du juridique que l'Amérique en termes d'avocats, de procès, etc. Il y a moins de risques de procès permanents qu'en Amérique où tu risques absolument tout le temps. Mais en même temps, dans un pays où il y a zéro règle. C'est-à-dire que tu es patron d'un coffee shop à New York, tu as 2 Mexicains dans la cave qui font les muffins le soir, qui disent écoute Coco, il y a un peu moins de monde en ce moment, puis je trouve que tu as une sale gueule, tu peux partir, tu reviens pas demain matin. Je déteste, hein. C'est pas du tout ce que je vends comme modèle social, mais c'est l'Amérique. En gros, tu n'as zéro contrainte, tu n'auras jamais, je ne savais même pas ce qu'est l'inspection du travail, ils sont contre-foot. Moi, j'ai quand même été en correctionnel à l'île de la Cité, parce qu'à 2 pas d'ici, sur les Champs-Élysées, on avait, je te l'ai dit, un café dans la Fnac, et on avait une manageuse géniale qui était d'origine, je ne sais plus, malgache, je crois, je ne sais plus de quelle origine elle était, qui avait pendant 15 jours dû faire 3 semaines d'affilée de travail, 7 jours sur 7, pour remplacer un barista qui n'était pas là dans un magasin qui était ouvert de 10h du matin à minuit, tous les soirs, etc. Et on avait eu le seul, d'ailleurs, contrôle qu'on ait eu de l'inspection du travail de toute l'aventure juste à ce moment-là. Et elle nous a assigné quand même au tribunal correctionnel. Ça a commencé par un coup de fil de la police qui dit, alors j'étais en face d'un mec avec sa machine à écrire, dit racontez-moi, on m'a dit que vous êtes un salopard qui exploite des salariés, dites-moi, moi j'ai pas de problème, il y a juste quelqu'un qui a fait 15 jours de plus pour essayer de dépanner le planning, enfin j'ai rien compris, et donc ça a commencé par la police quand même. Et j'ai fini en correctionnel un jour où il y avait un mec qui était jugé sur la même matinée qui violait ses secrétaires dans le parking. Et je lui dis mais qu'est-ce que je fous dans cette salle, moi? Je suis là comme un couillon en train de me payer au SMIC pour payer mes salaires chaque mois. Et je suis à côté d'un mec là pour lequel j'ai zéro estime. Et un tribunal qui dit alors comme ça vous exploitez vos salariés. J'ai dit mais j'exploite personne, je veux juste faire tourner ma boutique dans un environnement compliqué, etc. J'ai été condamné à 1 euro. Alors, sans casier judiciaire, et 1 euro, comme on dit, quand tu le fais pas, quand tu fais pas la prison, Sarkozy a fait la prison, c'est tu fais pas. J'ai été condamné, j'ai pas dû les payer, tu vois, j'ai pas dû les payer, mais j'ai été condamné à 1 euro quand même au tribunal correctionnel de Paris parce que la nana avait fait 15 jours de planning. Enfin, on marche sur la tête. Donc, mon conseil déjà là-dessus, c'est d'espèce de trop obsédé dans ce pays de dingue, de tout ce qui est respectueux de toutes les lois débiles françaises.
qui entrave absolument toute forme de liberté entrepreneuriale. Et encore une fois, je ne nie pas le modèle social, je suis pour respecter toutes les règles, respecter les gens, respecter chaque loi, mais elles sont tellement nombreuses, donc c'est tellement facile de se faire choper, tellement facile de se faire dézinguer, démolir, et que ça coûte des fortunes. Les prud'hommes, il faut tout faire pour les éviter. Quand je dis qu'il vaut mieux affronter l'adversité, faire partir les gens qui n'ont rien à faire chez toi, plutôt que d'attendre que les gens se vengent par des quelconques haines, par prud'hommes interposés, etc., il faut être présente. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que le management, c'est sans doute la clé qui permet tout le reste. Quand tu l'as pas, c'est le reste qui prend la main, et après le management ne suit pas. C'est une espèce Pour moi, la partie la plus compliquée dans toutes ces histoires, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui permet en fait de préserver la boîte et de la faire grandir. C'est-à-dire que ton temps, à un moment, tu as un problème de temps limité, tu as une espèce je cherche le mot, mais de bande passante limitée dans toute l'énergie que tu peux donner, la critique que tu peux donner, entre ces deux obligations. De la même façon, en faire de l'innovation disruptive et l'innovation incrémentale, tu passes ton temps à faire des équilibres, en fait, quand tu as ta boîte. Et sur ce sujet-là, en fait, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as une seule obsession et pas plusieurs. L'obsession de la customer centricité qui a fait le succès, moi, je ne juge que par ça, parce que je pense que tout le reste est accessoire. Ouais. C'est-à-dire quand tu es capable, tu vas dans une boîte, d'exceller sur 3-4 choses, pas plus, que d'être moyen en toute chose, tu t'en sors mieux que les autres. Less is more. Ouais. Absolument. Je crois que vraiment, tu vois, si tu te poses la question et que tu demandes à tes salariés ou tes clients, décris-moi la boîte en un seul mot. J'adore cet exercice. Parce que quand tu le poses à 100 personnes qui te connaissent, qu'elles soient tes salariés ou ta boîte, tu cours un risque avec cette question d'avoir 100 réponses différentes. Ce qui veut dire que tu es très bien, t'es tout ça, c'est formidable. Sauf que quand tu n'es rien de spécifique, et si tu n'excelles pas sur un nombre très limité de choses, quand tu es moyen en toute chose, ça se passe très mal. Ça se passe chez Casino disparaît, Monoprix est toujours là et Leclerc est toujours là, parce qu'ils font chacun très bien ce qu'ils savent faire et ce qu'ils promettent à leurs clients. Il vaut mieux ne pas trop promettre, mais surdélivrer, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, par rapport à ta question, quand tu scales pas selon que tu as 15 priorités ou une seule. Et quand tu as 2-3 priorités très fortes, tu concentres toute ton attention d'entrepreneur et ton temps, qui est la ressource la plus rare, à mon avis, sur ce qui va faire ces différences, sur ces 2-3 points que tous tes clients vont considérer comme étant le truc qui, quoi qu'il arrive, c'est plus cher, mais pour moi, tu es incopiable. Et en général, ma conviction, c'est que le truc le plus incopiable d'une boîte à une autre, c'est pas ses produits, c'est pas ses process, c'est l'état d'esprit des équipes. Très clair. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'essentiel de son temps. Ouais. Et on va y revenir, mais tu sais, lorsque tu arrives au studio, tu m'as dit on a plein de points en commun. Et c'est extrêmement vrai. Et le plus grand des points en commun, je pense, qu'on a, c'est finalement cette passion et cet amour pour l'entrepreneur et pour l'entrepreneuriat en général. Tu y as dédié finalement toute ta vie et tu es tombé un peu dans l'entrepreneuriat, on l'a vu tout à l'heure, par... multiple succession de hasard. Exactement, exactement. Et notamment les 20 dernières années de ta vie aussi, où il y a eu énormément de conférences, toute cette phase aussi sur la télé et autres. Qu'est-ce qui a créé cet amour de l'entrepreneur qui finalement te fait avancer au quotidien? On le ressent. Là, lorsque tu partages, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment, tu es animé par tout ce que tu partages. C'est à la fois le plaisir que ça m'a toujours donné et puis le plaisir que toi, tu dois ressentir avec tes interviews que j'espère te donner ce matin, mais que moi, j'ai ressenti toute ma vie à les rencontrer moi aussi. Ouais. Moi, j'ai dû faire j'en suis à peu près 700 et quelques émissions. Je crois que malheureusement, c'est en train de se terminer, l'histoire d'Impact PME, mais c'est un autre sujet. Mais ça fait 20 ans, ça fait près de 16 ans d'émission. Ces mecs et ces femmes m'ont donné une énergie tellement phénoménale et tellement de leçons d'humilité, tellement de leçons d'exigence, tellement de résilience, et aussi qui m'ont fait penser que, en fait, tu sais, souvent les gens disent c'est quoi un bon manager? Moi, j'ai aucune idée de rien. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui fait un bon dirigeant, un bon entrepreneur, mais j'observe quand même que ce qui compte, ce qui m'impressionne le plus, c'est la cohérence entre l'homme ou la femme, ses valeurs et ses pratiques. C'est-à-dire que je connais des tas d'entrepreneurs, enfin, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns, beaucoup, qui ont des succès considérables, mais pour lesquels j'ai aucun respect. C'est-à-dire la façon dont leur éthique, leur façon de faire, leur management, leur respect envers le reste, leurs stakeholders, etc., ne m'inspire absolument pas du tout. Et pourtant, ils ont des résultats financiers exceptionnels. Donc, on ne peut pas dire que d'être une crapule est pas bien, que d'être un mec formidable est bien. Il n'y a pas de règle. Il n'y a que des moments, et c'est ça, moi, qui m'a toujours inspiré pour répondre à ta question, il n'y a que des gens, des hommes et des femmes qui, moi, pendant ces 20, 30 dernières années, m'ont fait penser qu'il n'y avait rien d'impossible quand il y avait une forme de cohérence, une forme d'éthique,
une morale, un respect, une humanité, une disponibilité, une empathie, enfin tout ce qui sont pour moi l'essentiel en fait. Et ce qui m'a fasciné dans ces années-là, c'est de rencontrer tellement et de gens qui partagent tellement qui te donnent tellement d'énergie, tellement d'envie, tellement de capacité à te surpasser en fait. C'est le bonheur de nos métiers à la con qui consiste à leur poser des questions. Complètement. T'expliques également que les mots qu'on utilise créent une forme de contagion émotionnelle. C'est grosso modo Ouais, absolument. un exemple concret de ce que tu viens de démontrer également, mais aussi dans l'entreprise. Quel type de phrases un dirigeant devrait absolument bannir de son vocabulaire et par quoi les remplacer, que ce soit dans ses équipes, avec ses clients ou même avec son langage interne pour pouvoir continuer à avancer? Bah, la première phrase, c'est d'arrêter de dire comment ça va le matin. La phrase la plus con du monde, à mon avis, en tout cas, parce que la plus inutile, et observe les gens dans une boîte. Ça va? Le mec est parti, personne n'a écouté la réponse. Cette phrase n'a aucun intérêt. En plus, elle est dangereuse. Je le répète souvent, mais quand tu te poses ça lundi matin, le mec qui te dit comme un lundi, c'est-à-dire que tu as perdu 20% de l'objectif de la semaine. Le mec qui te dit j'ai fait vivement soir qu'on se couche, tu es à moins 30%. Et le mec qui te dit vivement la retraite, tu es à moins 50%. Donc globalement, cette phrase est inutile. Et je considère, d'abord, il ne faut pas la poser. Ou alors tu la poses. J'étais l'autre jour avec quelqu'un qui m'a dit t'as raison, mais peut-être qu'on pourrait la poser en disant comment ça va vraiment. C'est pas la même question. Ce que je suis en train de te dire, c'est que sur cette phrase que je considère comme débile parce qu'inutile, elle n'a pas d'intérêt parce que déjà observe les gens. Et elle est mécanique. Elle est totalement mécanique. Comme le bon courage du matin, qui est cette phrase que j'exècre particulièrement, c'est que tu ne fais pas le job de te préoccuper des gens, en fait. Et tu vois très bien les gens qui ne vont pas. Et quand tu vas voir quelqu'un, écoute, tu n'as pas l'air en forme certain, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ça remplace 450 questions de comment ça va. Ne plus jamais dire on a toujours fait comme ça. La plus grosse aberration de l'histoire du monde. Et alors, en 2026, quand quelqu'un te dit pourquoi tu fais ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, tu dois ou tu lui remets la tête en place, ou tu dis attends, je vais t'apprendre la vie. Tu sais, il y a une anecdote c'est Thanksgiving d'ici quelques jours. Il y a cette anecdote qui me fait toujours marrer. C'est pas une anecdote, c'est une blagounette sur Thanksgiving, où tu sais que la dinde joue un rôle important sur Thanksgiving, et pour les Américains. Et dans cette famille américaine, et la dinde est dans le four, et la femme dit à son mari, tiens, ressors là, j'ai oublié de faire un truc important. Et elle coupe un bout de la dinde à l'arrière de la dinde sans qu'elle soit capable d'expliquer pourquoi elle fait cette chose. Et lui dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Elle dit, non, mais je t'assure, ma maman a toujours fait comme ça, en fait. Alors, elle appelle sa mère pour dire, tu sais, j'appelle Tim parce qu'il me demande pourquoi tu coupes. Elle dit, mais moi, je suis en train de faire la même période de couper l'arrière de la dinde. Il dit, mais tu sais pourquoi ou pas? Et la mère dit à sa grand-mère, en fait, non, mais la mère dit à sa fille, non, mais ta grand-mère faisait toujours comme ça. Donc, la mère appelle la grand-mère pour comprendre. Et la grand-mère dit à sa fille, mais oui chérie, tu peux pas t'en souvenir, mais à l'époque on avait un tout petit four, la dinde rentrait pas dedans, donc j'avais pris l'habitude de la couper. Bon, elle est débile la blagounette, mais elle fait comprendre cette idée est débile. Et elle nous oblige en fait aussi à se dire, les gens qui n'ont pas la capacité aujourd'hui à se saisir d'intelligence artificielle, qui sont en train de dire qu'il faut surtout pas y aller, tout ça, il faut tout arrêter, il faut se mettre sur les épaules tout ce qui est possible, de nouvelles façons de faire, de nouvelles pensées, de réinvention. Donc, ces phrases-là sont terribles. C'était mieux avant, on ne peut pas entendre ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que c'est compliqué. Franchement, moi, j'ai vécu des moments plus difficiles dans les boîtes en ce moment. Franchement, je ne sais pas ce que tu ressens, mais c'est quand même pas la joie. Ouais. Les mecs rament, il n'y a pas un truc sympatoche, il n'y a que de l'incertitude absolue, le fameux VUCA volatile, incertain, complexe, ambigu, qu'est ce monde d'aujourd'hui. Les mecs, on ne sait pas à quel sein se vouer, quelle va être notre fiscalité, est-ce qu'on va pouvoir se faire la flat tax. C'est très con la flat tax, mais c'est une préoccupation de tous les entrepreneurs qui passent en SAS. On n'a aucune certitude, aucune visibilité, mais on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Enfin, il faut juste mettre un peu de recul historique. Comparer le début du siècle précédent, et notamment les 45 premières années à celui de ce siècle-là, il n'est peut-être pas génial, notre siècle. C'est vrai qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est vrai que le monde est totalement bouleversé par un homme au teint orange en Amérique qui est en train de tout bouleverser. Mais on vit quand même un monde extraordinaire. Enfin, je veux dire, on vit quand même un moment enfin, encore une fois, je suis sans doute un des plus vieux interviewés que tu aies jamais eu, mais en gros, toute génération confondue, on vit quand même un des moments les plus exceptionnels de l'histoire de l'humanité, avec cette accélération de la technologie qui va changer la médecine, qui va changer notre façon de réfléchir, de penser, de vivre ensemble, enfin, avec ce qui va bien et ce qui va mal, et notamment l'abus des écrans, etc., et des réseaux sociaux notamment, qui m'inquiètent beaucoup. Mais on a une chance dingue, toute génération confondue, de vivre une période exceptionnelle. Et les gens qui ont peur, il faut leur dire. Enfin, je crois qu'on doit devenir, en tant qu'entrepreneur, des émetteurs de bonnes nouvelles. Et on ne l'est pas assez.
parce qu'ils ont tous la tendance à écouter BFM TV, quoi, que j'adore, mais qui, globalement, le problème, c'est qu'avant, un mec, ça meurait 1 fois par jour. Là, il meurt 450 fois par jour. Parce qu'on le voit 450 fois dans tous les moments de notre vie. Donc, on doit devenir, nous, des entrepreneurs de bonnes nouvelles dans un monde qui n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Question pour toi qui as une très grande influence américaine depuis des années et des années. Est-ce que c'est pas très français, justement, de pas forcément être un émetteur de bonnes nouvelles? Non, oui. Je pense qu'on est un peu plombé. On est un peu plombé. Mais tu sais, aux États-Unis, il y a les chaînes que Trump qualifie de fake news en ce moment tous les jours. ABC, CBS, NBC, dont il veut retirer les licences, puis elle lui pose des questions désagréables. Enfin, on marche sur la tête. La démocratie américaine est en train d'être très attaquée. Ils ont l'habitude depuis quelques années, en gros depuis le Covid, en fait, de consacrer les 2 dernières minutes de leur journal de 20 heures, qui aux États-Unis est à 18h30, parce que les Américains mangent plus tôt que nous, aux bonnes nouvelles. C'est There is good news tonight. Okay. Le jour des bonnes nouvelles. Et ce qui est hallucinant, c'est marqué, c'est écrit, c'est que les audiences chutent à ce moment-là. 2 minutes avant. Les gens disent bon, c'est bon, on va partir sur Quotidien ou sur Hanouna, en gros, le Quotidien ou Hanouna local américain, parce qu'on a entendu les infos, parce que les informations, c'est de la mauvaise nouvelle, en fait. Et donc, du coup, si tu veux, dans l'esprit américain comme dans l'esprit français, les mauvaises nouvelles, c'est la norme. Oui, ça l'est globalement. Et il y a un vrai sujet. Tu sais, moi, j'ai écrit un bouquin pendant le Covid qui s'appelait « Ce sera mieux après ». Que j'ai écrit pendant le Covid, parce que j'avais rien à foutre, comme tout le monde. Là, j'étais pas énervé, j'étais inquiet, parce que tout ce qui nous passait dans la tête dans cette période dont tu dois te souvenir, on rêvait d'un monde différent, on se disait qu'est-ce qui va changer dans nos lieux de travail, nos façons de travailler, dans nos vies, dans nos envies, dans notre why, notre capacité à nous lever le matin, etc. Mais j'avais peur qu'en fait, on oublie tout ça le premier jour de la bière à la plage de juin 2020, ce qui est exactement ce qui est arrivé. C'est pour ça que je l'avais appelé « Ce sera mieux après », sauf si on est trop con. Mais on a été un peu con, parce que je pense qu'on a oublié la moitié de ce qu'on avait en tête. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu écrire « Ce sera pire après », le bouquin aurait peut-être mieux marché. Parce qu'en fait, les Français adorent les mauvaises nouvelles. Pour une raison simple, c'est qu'elles les rassurent sur leur propre sort, en fait. On adore que les gens soient malheureux. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant. C'est de la même façon que les Français, quand on leur dit « Ils sont heureux », oui, ils sont heureux, mais la France va mal. Et en fait, le problème, c'est que les Français ne sont pas malheureux, mais ils sont malheureux ensemble. Ils ne se parlent plus, ils ne s'aiment plus. On a une Assemblée nationale à 2 pas d'ici où les mecs ne se parlent plus, ils sont 3/3 à se détester. Il y a un proverbe africain que j'adore qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Moi, c'est juste que ça que je veux dire. C'est que nous devons être des gens qui mettons en évidence et en valeur les arbres qui poussent et pas les forêts, les arbres qui tombent. Parce que on est dans un pays, mais c'est pas lié à un pays. Ce qui nous différencie beaucoup par rapport au reste du monde, c'est notre incapacité à faire confiance. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un sondage qui me déprime moi, chaque année, qui est fait dans une trentaine de pays, et on demande aux gens une question parmi d'autres, mais est-ce que naturellement dans la vie vous faites confiance aux autres, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde? 80% des Français, d'année en année, disent moi je me méfie de tout le monde. J'ai pas confiance dans les gens. En gros, il y a une bonne bouille, on va se méfier quand même. Et comme par hasard, on est 23e ou 28e, je sais plus, pays le plus heureux d'Europe. Et plus tu montes en Europe, où ils sont beaucoup plus heureux que nous, notamment les Scandinaves, les Danois, les Scandinaves, etc., ils disent tous à 20%, à 80%, je fais confiance. C'est-à-dire que l'indice de confiance est un indice de bonheur, en fait. Donc, quelque part, c'est 2 éléments clés sur nos différences entre l'Amérique et la France. C'est que, comme eux, finalement, les bonnes nouvelles sont un driver, pas un driver, parce que finalement, les bonnes nouvelles, c'est bien, mais les bonnes nouvelles, ça me rassure sur le fait que ma vie est pas si mal. De la même façon que les Français, ils n'aiment pas l'argent. Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas l'argent, c'est qu'ils n'aiment pas l'argent des autres, en fait. C'est encore un autre sujet qui peut-être aussi alterne la vie des entrepreneurs. Mais en tout cas, l'indice de confiance, en fait, et d'aimer les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, est un truc contre lequel on doit se battre. Si on pouvait prendre un peu plus confiance et être des émetteurs de bonnes nouvelles dans nos vies perso comme professionnelles, la vie France irait beaucoup mieux. Un autre point, je rebondis sur ce qu'on a partagé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un jour où je ne parle pas d'intelligence artificielle et je n'encourage pas les TPE, les PME à intégrer l'intelligence artificielle, et ce, quel que soit leur domaine d'activité. J'imagine que c'est ton cas également, et on doit avancer avec son temps. Qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise qui, encore aujourd'hui, pense que dans son domaine, il n'y a pas besoin d'intégrer l'intelligence artificielle? Alors, je lui dirais une phrase simple, c'est qu'il y a 5 ans, Covid, j'aurais dit aucune entreprise ne peut, quelle qu'elle soit sa taille,
ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier à l'époque, dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, face aux mêmes concurrents, pour les mêmes clients. Aujourd'hui, je te dis, aucune entreprise peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 1 an, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, face aux mêmes concurrents, pour les mêmes clients. Il y a une accélération phénoménale d'un outil qui, de toute façon, nous dépassera sur bien des sujets, qui nous challengera sur plein de sujets, sauf notre humanité. Et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, et c'est mon inquiétude, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Jamais sur mon écran », qui n'était pas que je ne veux pas les écrans. Je dis juste que l'usage que nous faisons à la fois de l'écran, qui est juste le véhicule de ce que nous amène et nous amènera l'intelligence artificielle, fait qu'en fait, j'ai une vraie inquiétude sur un certain nombre de capacités humaines, notamment notre attention, notamment notre esprit critique, notamment notre capacité à réfléchir, notamment notre imagination, notamment notre attitude, notre attention aux autres. Donc toutes ces soft skills, en fait, qui vont faire notre différence, à mon avis, dans un monde extrêmement numérique, mais qui le sera de toute façon avec ou sans vous. Donc il faut y aller à fond les ballons dans tous les sens, mais le faire de manière, en réfléchissant quelle va être notre valeur ajoutée, nous, aujourd'hui, face à ces outils, qui déjà devraient nous inquiéter au point où ils sont déjà en train de nous dépasser sur tellement de sujets. Et donc, je reviens sur, c'est un mec avec des cheveux blancs qui te dit, en gros, on vit la période la plus excitante de nos vies, quoi. Ouais. C'est juste extraordinaire. C'est que ça devient génial, ce qui est en train de nous arriver. Et être prêt à se réinventer, complètement. Mais obligatoire. Mais le Covid aurait dû nous y faire penser, parce que tu sais, en une journée, rappelle-toi ce qui s'est passé. En une nuit, quand même, Zoom a remplacé les réunions. Ouais. En une nuit, Netflix a remplacé les cinémas. Et en une nuit, Amazon a remplacé les magasins. Et on s'en est très bien sortis. Et toutes les boîtes ont dû... Tu évoquais la mission Connecte ta boîte que j'avais faite avec 3 saisons. C'est quand même assez dingue de penser que j'ai travaillé à la demande de Bercy, comme l'animateur de cette émission Connecte ta boîte qui était sur BFM TV, RMC Découverte et Story, parce qu'en fait, pendant le Covid, Bercy pétait de trouille à l'idée que les TPE-PF françaises, on parlait pas encore de non adeptes d'intelligence artificielle, mais non digitalisées, au sens de ne pas être capable de livrer, d'avoir un site web, etc., mourraient plus vite que les autres. À l'époque, on pensait toutes les boîtes, de toute façon, avec cet énorme, immense gouffre financier, le fameux quoi qu'il en coûte. Il a essayé de sauver les TPE-PME, mais l'idée, c'était d'arriver à une mission un peu fun, sympa, façon un peu cauchemar en cuisine du numérique, pour essayer d'apprendre aux TPE à se digitaliser. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est de mettre de l'IA partout. Mais évidemment. Mais en plus, c'est extrêmement excitant de se dire comment est-ce on repense nos vies. Je te dis, je pense que c'est une fois par siècle qu'on réinvente un siècle. Ouais. Rappelle-toi, en fait, on n'était pas là ni l'un ni l'autre. En 1900, révolution industrielle, une guerre entre les deux qui tout d'un coup décale un peu tout ça. Là, tu as révolution numérique, une guerre en Europe aussi, un peu les mêmes problématiques, mais ce nouveau monde était inventé complètement. C'est génial. Toutes générations confondues, mais il faut y aller, sans avoir peur. Parce que malgré tout, ça va détruire des jobs. Il faut l'accepter. Ben oui. Ça fait partie. Il faut arrêter de dire à des mecs qui sont en école de commerce aujourd'hui et qui se disent je vais rentrer chez EY ou chez PwC, voir des rapports et je vais faire des rapports comme moi j'en faisais sur le marketing des Suisses, des petits Suisses il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'IA le fera très bien. Donc Coco, si tu n'as rien d'autre à amener que ça, c'est un vrai sujet. Ouais. On ne peut pas penser que les jobs ne vont pas changer et tous les jobs sans intelligence, sans valeur ajoutée vont être transformés. Mais ça veut dire que nous, on doit... Mais je pense que les jeunes l'intègrent très bien aujourd'hui. Que de toute façon, aujourd'hui, cette espèce de monde totalement... ce monde volatile et instable dans lequel on vit finalement tous très bien, mais il faut l'accepter. Il n'y a plus de forme, et puis il faut se réinventer tout le temps. On va avoir 15 vies, 1000 vies, 200 vies. On peut avoir 2 vies en même temps. Le slasher, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais il faut surtout ne pas avoir peur. Complètement. Mais on est entouré de gens qui disent d'avoir peur. Et notamment c'est vrai, une forme de médiatique, des médias traditionnels en tout cas. Accepter, avancer et se renouveler justement. Beaucoup d'entrepreneurs malheureusement vivent très mal l'échec, ont honte même de l'échec, du regard des autres. Vas-y. De moins en moins, mais vas-y. De moins en moins. Ouais. Et quelle est la bonne manière justement de regarder l'échec entrepreneurial ? Tu sais, je fais souvent ce parallèle avec les États-Unis ou l'influence anglo-saxonne où littéralement ton CV il aura plus de valeur. Exactement. Alors que parfois en États-Unis ou californien en tout cas, californien, un minima californien, oui. Et quel conseil tu donnerais justement pour transformer un échec ou quelque chose qui peut-être n'a pas fonctionné comme on le voulait réellement en un actif pour pouvoir avancer dans l'esprit des entrepreneurs qui nous écoutent ?
Bon, c'est vrai que c'est toujours un cliché de dire que finalement l'échec, c'est un peu comme la cicatrice sur le village d'un mafieux. Si tu n'en as pas 2 ou 3, tu n'es pas encore respecté dans la mafia locale. Je pense que c'est pas obligatoire d'en avoir, hein. On s'en sort très bien si on n'en a pas, mais ça n'existe pas. Une vie sans échec n'existe plus, d'abord, c'est juste pas possible. C'est juste que tu n'as pas essayé des trucs. Enfin, je veux dire, si tu réussis tout globalement, c'est juste, pas moi de te dire que c'est juste que tu n'as pas été assez ambitieux ni audacieux. Globalement, je t'ai déjà donné un peu une réponse, c'est que on a quand même très souvent cette capacité que j'ai essayé, contre laquelle moi j'ai essayé de lutter, un peu par obligation, mais je crois que c'était quand même très sincère, que tu es quand même responsable de tes succès, de tes échecs, point final. Le fait de chercher toujours des raisons extérieures, qui est un truc humain normal, à tes erreurs, tes échecs, je dis pas tes fautes, parce que ça, il faut pas en faire. C'est tellement classique que c'est le premier combat à mener. Se dire quand tu as échoué, d'abord c'est de se dire, tu sais, il y a quand mon associé était chez IBM à l'époque, ils pratiquaient les lost reviews, c'est-à-dire des revues d'échecs. Quand ils perdaient un contrat, on analysait ce qui avait pas permis de signer un ordinateur de l'époque. Exactement. Ça, il faut le faire toute sa vie. Mais le vrai truc, c'est d'essayer d'assumer tes responsabilités, non pas courageusement, mais lucidement, et te dire que d'abord, franchement, moi, à part la santé, il n'y a rien qui m'émeut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de chute, quelle qu'elle soit sa brutalité, qui m'effraie du tout. Enfin, moi, j'avais l'habitude de dire que j'étais un peu, pendant toutes ces années, en béton recouvert de téflon. Tu vois, c'est genre, il n'y a pas grand-chose qui m'attaquait et tout glissait. Et globalement, la chose qui glisse pas, c'est effectivement, c'est la fin de vie de mes parents misérables avec Parkinson pour papa, Alzheimer pour maman. Ça, ouais, ça m'affecte. Ça n'a rien à voir avec l'échec, mais l'homme que je suis ou le citoyen que je suis n'est affecté par rien d'autre que ce type de problème émotionnel, de gens que tu aimes qui souffrent, etc. Le reste n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire que la vie est d'une landeur. Alors à la fois, elle me paraît, je viens de te faire 40 ans de ma vie, là, que j'ai l'impression que j'étais encore, il y a avant-hier, en train de vendre mon bouquin, ça avait ce compris, au vendeur de Lattès qui voulait le vendre à la FNAC. Ça a passé tellement vite et ça me fait super chier de voir que ça a passé tellement vite. Mais en même temps, on a eu l'occasion tous tellement dans une vie de se réinventer 550 fois. Et il n'y a rien de plus fun. Moi, tu vois, il y a un truc il y a une phrase, tu vois, par exemple, qui me déprime, dans la partie du langage émotionnel, la contagion émotionnelle du langage. Il y a quelque temps, j'étais pour une conférence sur des experts comptables, et pour préparer la réunion, j'étais dans la salle d'attente de cette boîte de comptabilité. Je vois un client qui attendait, un entrepreneur, je pense, qui voit un mec comptable, qui dit « Vous allez bien ?» à l'entrepreneur, et le mec lui dit « Je fais aller, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Et je me dis, cette phrase « faire aller », je pense que c'est une phrase inventée par un déprimé, je pense, parce que personne, moi je n'ai jamais dit de ma vie, je fais aller. Enfin, get alive, quoi. Si ta vie, tu n'aimes plus ta vie, invente-toi une vie nouvelle. Mais c'est dingue le nombre de gens, et ça s'est passé beaucoup pendant le Covid, je ne sais pas si tu l'as observé, mais moi ça m'a assez frappé souvent, de gens qui pendant les quelques premières semaines, au bout d'un mois, se sont ennuyés, en fait. Parce que, en fait, ils n'avaient pas d'un centre d'intérêt particulier. Je crois que je me suis jamais ennuyé de ma vie, même pas une demi-heure. Et cette espèce de capacité qu'on doit tous avoir, de se dire, de prendre sa vie. Et c'est ça aussi l'idée même de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'entreprendre sa vie à titre personnel, professionnel, de vivre ses passions, de se remettre en cause à chaque fois quand c'est un peu trop confortable. L'idée que c'est quand ça va bien qu'il faut changer, c'est quand même le truc juste indispensable dans une vie normale. C'est pas la nature, j'en conviens volontiers, mais c'est juste indispensable pour avoir cette capacité d'envie permanente, en fait. Complètement. Mais il faut se forcer. Et je pense que le succès, tu sais, ce que je disais Darty tout à l'heure, je crois que je t'ai raconté l'histoire de le succès est une invitation à s'endormir, comme disait Darty. C'est une leçon de vie, en fait. Et on aurait pu parler d'énormément de chiffre d'affaires, de valo, de nombre d'employés, d'impact, etc. Mais finalement, ce que je retiens, entre autres, avec ce parcours et ces 40 ans que tu viens de nous partager, c'est aussi cet optimisme, finalement, cet amour de la vie et cet amour de l'autre, cet optimisme contagieux. On parlait aussi du livre Optimism Mindset. Quel conseil tu partagerais à un entrepreneur qui se sent parfois un petit peu éteint? Peut-être que lui aussi, il se reconnaît quand il dit « on fait aller ». Je fais aller. Quel conseil lui donner? De retrouver un nouveau projet. Enfin, c'est inacceptable. Life is tough. C'est vachement compliqué. Tu dois d'abord de ne jamais rien attendre de personne. Rien. Tu es seul. Tu es seul. Tu es jamais seul, mais tu es complètement seul. Et l'entrepreneur est seul. Même à deux, il est seul.
Je pense qu'il vaut mieux être seul qu'à deux, pour être sincère. Enfin, en tout cas, en tant que capitalistique, enfin, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas parlé d'argent et tu as raison. Le conseil que je donnerais en termes, c'est pas une réponse à ta question, mais j'en profite pour ne pas l'oublier. La seule chose que je regrette et que je ne ferai plus jamais, c'est de m'associer à qui que ce soit à 50-50. Point final. Parce que ça ne dure jamais. Il n'y a pas d'égalité dans la vie. Ça n'existe pas, l'égalité. Liberté, égalité, c'est formidable. Le slogan de la France est formidable. Dans l'entrepreneuriat, il n'existe pas. Et dans une boîte, il n'y a pas d'égalité possible au niveau de la direction, du management. Alors, à 3, 4, c'est bien. À 2, il faut un patron. Et il n'y en a jamais deux, vraiment. Les deux seuls que j'ai connus, c'était Dubrul et Pélisson, du groupe Accor, qui m'ont le secret de leur durabilité. Pourquoi ils ont duré aussi longtemps. Un, ils ont toujours partagé à 50-50 tout, y compris les notes de frais. C'est-à-dire, tu as payé un restaurant plus que moi, donc j'en fais un comme toi, etc. 2, si l'un des deux n'était pas d'accord, on ne faisait pas. Et 3, on a des accords, on ne les expose jamais en public. Tu as les 3 clés du couple qui a duré le plus longtemps, peut-être, dans l'hôtellerie française de Dubrul et Pélisson. Mais 50-50 est une aberration, parce que d'abord, dès que tu fais rentrer quelqu'un, tu perds ta majorité et tu perds cette liberté légale de ce qu'est ta vie, parce que tu peux partir à tout moment, et c'est arrivé à tellement d'entre nous, sans devoir en avoir honte, en fait. Mais globalement, je pense qu'il faut effectivement, du coup, je vais oublié ta question, l'entrepreneur qui a envie d'abandonner, c'est de se dire, c'est que tu n'es pas heureux, et c'est inacceptable, parce que c'est un choix que tu as fait de ta vie, d'être propriétaire de ta vie, de tes emmerdes, etc. Parce que cette liberté, on la paye cher quand même, d'entrepreneur, de dire personne te soutient quand tu es dans la merde, qu'il faut que tu donnes beaucoup sans recevoir toujours suffisamment par rapport à tes attentes, donc il ne faut jamais rien attendre, donc moi ça règle bien le problème. Mais globalement, si tu commences à te dire tout ça pourquoi, et en fait je ne suis pas plus heureux que si j'étais salarié, alors soit redeviens salarié, mais peut-être que tu seras très heureux, parce qu'au moins le filtre aura opéré, c'est que tu n'étais pas fait pour ça. Mais si tu penses que tu commences à manquer d'énergie, c'est qu'effectivement tu as un vrai sujet, parce que tu ne dureras pas longtemps. Parce que tu sais, c'est comme moi, ça fait depuis 86 que je fais parfois beaucoup les mêmes choses, d'intervention publique, etc. Je te jure que le jour où ça me fait chier, je réponds plus aux invitations qui me sont envoyées. Tu peux pas durer si tu n'as pas envie. Si tu n'as pas envie de partager tes trucs, si tu n'as pas envie de retrouver cette énergie que te donnent des gens que tu rencontres, etc. Alors, soit tu es malheureux, c'est fine, c'est un choix de vie, mais je pense que c'est une grave erreur. Tu ne peux pas vivre dans le confort, quel que soit l'âge dans lequel ta tranche d'âge. Tu peux pas. Fuir le confort. Tout le temps. Il n'y a rien de pire. Parce que l'argent ne donne pas de talent. L'argent donne aucun talent à personne. Mais par contre, l'envie est une puissance nucléaire. Merci Philippe pour tout ce que tu as partagé. J'ai une dernière question à te poser. Je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai adoré cet échange. Vraiment, on aurait pu parler pendant des heures. Avant que je te pose cette dernière question, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir comme à chaque fois. Partagez la vidéo, commentez la vidéo. Et si vous nous écoutiez sur les plateformes audio, alors mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Philippe, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie personnelle ou professionnelle, que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé? Ça peut être une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Écoute, je suis ennuyé parce que je t'ai partagé le vrai déclic de ma vie, c'était mes 2 ans à New York qui ont changé ma vie. Tout est là, tout est venu de là, cette espèce d'énergie que je retrouve très régulièrement, etc. Mais la phrase, peut-être une phrase plutôt qu'un déclic, si tu m'y autorises, qui est devenue pour moi, parce que j'ai eu une chance folle que mes 2 seuls patrons dans ma vie étaient des 2 hommes exceptionnels, qui étaient Jean-Louis Savant-Schreiber, le fondateur du magazine L'Expansion, et Jean Boissonnat, qui en était le rédacteur en chef. Et Jean était un génie du journalisme. C'est un type qu'on n'a pas retrouvé en France. Il n'y a jamais eu, en fait, dans le journalisme économique, un type autant écouté à une époque où tu n'avais pas autant de médias, de youtubeurs, de toutes sources d'informations. Et Jean avait une phrase que j'aimerais juste finalement partager en conclusion, si tu m'y autorises, avec tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, parce que je trouve que c'est une leçon de vie formidable. Il dit ça pour l'économie, mais je pense que c'est pareil dans la vie. C'est Jean Boissonnat disait, en économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Oublie en économie, pense à ta vie, qu'elle soit d'entrepreneur, qu'elle soit de simple citoyen, et dis-toi que quand on compte sur le mieux, on y contribue, et quand on craint le pire, on le fabrique. Ça, c'est un déclic qui a été un déclic quand Jean Boissonnat l'a dit un matin sur Europe 1, un matin il y a peut-être 35 ans. Et toute ma vie, quand j'ai eu des questions, je me suis dit, rappelle-toi que quand on compte sur le mieux, on y contribue.
Merci Philippe. Merci à toi.